Salut et bienvenue au Zone 2 podcast. Aujourd'hui, j'ai une invitée. Je pensais pas avoir une invitée de sitôt. Je pensais faire des podcasts solo parce que je trouvais ça un peu stressant d'avoir des invités. Puis finalement, j'ai parlé à Rachel Dion, une de mes amies, puis j'étais comme, pourquoi tu passerais pas au podcast? Rachel, elle vient de courir le marathon de Boston. Rachel, c'est une coureuse, mais aussi une triathlète. Elle accorde quand même beaucoup d'importance au triathlon. Elle fait des demi-Ironman et des Ironman. C'est une fille que je suis sur les réseaux depuis 2 ans, depuis avant même, je pense que je faisais du contenu, depuis 2-3 ans. Puis, c'est devenu une amie à travers la communauté. Donc, on se tient au courant régulièrement. Puis, elle me parle de ses expériences. Puis, justement, elle était en train de me parler de son expérience de Boston le lendemain qu'elle l'a vécu. Puis, j'ai fait comme, Rachel, pourquoi tu viendrais pas justement raconter ça au podcast? Je pense que ça serait pertinent. Fait qu'on a eu une super belle discussion. On a parlé en long et en large de son expérience au marathon de Boston. On a aussi parlé de ses attentes pour la saison 2026. Elle a des plans de justement demi-Ironman, Ironman. Puis on termine là, avec un segment sur la création de contenu parce que Rachel, elle s'est lancée à son compte à 100% en création de contenu. Elle a pu quitter son emploi traditionnel et maintenant elle peut vivre des réseaux sociaux. Donc ça, c'est un sujet qui me passionne puisque moi aussi, j'ai pu faire la même chose il y a 6 mois. Puis je trouve ça important qu'on en jase collectivement parce que je sais qu'il y a plein de gens qui commencent à la création de contenu ou qui ont de la curiosité par rapport à ça. Puis je pense que plus on en jase, plus tout le monde peut s'améliorer en création de contenu puis voir que c'est une option de carrière possible. Fait que Rachel, c'en est un bon exemple. Elle nous a parlé un peu de son expérience. Fait que that's it. Bonne écoute. J'espère que vous allez apprécier. À bientôt. Ciao, ciao. Hey, Rachel, première invitée du Zone 2 podcast. Yay! Je suis excitée, merci d'être là. Merci à toi, je suis vraiment honorée d'être ta première invitée. Oui, ça part en force. On a plein de choses à discuter, comme on a discuté dans la vraie vie, au téléphone et compagnie. Tu as couru le marathon de Boston. Oui! Il y a 8 jours de ça? Oui. Comment vont les jambes? Comment va la tête? Les jambes ont vraiment bien récupéré. C'était vraiment un marathon pas facile. On aura la chance d'en parler peut-être plus en détail, mais les jours après, c'était vraiment dans mes quads que je le sentais. C'était vraiment difficile. Puis je pense 3 jours après le marathon, j'avais une séance de vélo à faire. Ouais. Puis j'ai coupé ça de la moitié. J'ai quasiment pas poussé aucune watt parce que fallait... je pouvais pas pousser. Là. Ouais. Fait que t'as pris 3 jours off complet après... 3 jours off complet. Puis j'ai fait une petite course en fin de semaine. Mais là, tu vois, ça l'a bien récupéré. Même qu'ils disent que 3 jours après ton marathon, c'est prouvé que ça aide tes jambes à aller faire un petit jogging relax. Il paraît que tu vas mieux récupérer. Tu sais, sur le moment, tu vas avoir mal. Oui. T'en as vécu des marathons, toi aussi? Oui, je pense que c'est sûr, si tu es bien entraîné comme toi, je pense que ça peut avoir sa place de faire un peu de récup. Mm-hmm. Il y en a pour qui le marathon, c'est un gros choc. Si c'est ton premier ou c'est correct de prendre 1 semaine, 2 semaines off. Oui, tellement. Mais là, je pense que tu as une bonne capacité de récupération, ça veut dire, là, si tu es capable d'aller faire un petit jogging 3-4 jours après. Là. C'est vrai que quelqu'un... C'est parce que moi, je parle comme... vu que j'ai d'autres objectifs qui s'en viennent, comme surtout des triathlons, je savais que je devais rapidement me remettre à bouger. Mais quelqu'un que, tu sais, ton prochain objectif est dans longtemps ou c'est ton objectif, hey, prends 2 semaines de congé, t'as vraiment raison. C'est un bon point que t'apportes, là. Non, mais c'est bon. Non, mais on est là pour parler de ton expérience aussi, là, puis c'est ça qu'on va faire. Absolument. Fait on en reparlera un peu de la récupération, mais j'aimerais ça mettre un peu le monde en contexte. Donc, tu as couru le marathon de Boston. Comment est-ce que tu te qualifies premièrement pour le marathon de Boston? Puis est-ce que ça a toujours été un de tes objectifs importants pour toi ou c'était plus je vais le faire pour l'expérience? Bonne question. Premièrement, il faut que tu te qualifies pour le marathon de Boston, à moins que tu te fasses inviter par des marques. Puis je me suis qualifiée l'année passée au marathon d'Ottawa. Fait que dans le fond, les gars et les filles, on a des standards différents. Les filles de mon âge, je pense que c'était 3h25. Il y a 2 ans, c'était 3h30, puis là, ils ont descendu parce que je pense qu'il y a de plus en plus de coureurs qui s'y mettent puis qui sont capables de faire le 3h30. Puis même si tu fais le 3h25 qui est requis, c'est pas assez. Souvent, tu sais, c'est tellement contingenté que tu dois faire, je pense, en bas de 7 minutes 50. C'est ça le... Oui, il retranche en plus du temps un autre X minutes, dépendamment du nombre de gens qui ont réussi à faire le temps, c'est ça? Exact. Ouais. Fait que là, toi, le cut-off était à combien, dans le fond? C'était 3h25 moins 7 minutes? Ouais. Fait que genre 3h18? Je pense que c'était quelque chose de ce genre-là. OK. Ouais. Puis toi, t'avais fait quel temps à Ottawa? J'avais fait 3h14. Okay. Donc, quand t'as plus que 10 minutes,
t'es pas mal good. Là. Normalement, j'étais pas trop stressée parce que dans le fond, t'envoies ton application, t'envoies une preuve. Ça doit vraiment être comme un certificat que tu dois aller comme télécharger. Je savais pas comment faire. J'étais comme, ah ouais, tu peux avoir ça. Tu sais, c'est comme si t'appliques à un emploi puis ils disent, envoie-moi ton diplôme universitaire. Tu sais, un peu comme ça. Ouais. Tu le déposes puis je pense que c'était comme quelques semaines plus tard, t'as un email si t'es accepté ou pas. Mais tu sais, c'est tellement précis parce que des fois, tu peux le rater de quelques secondes. T'sais, s'ils décident que le call-off time cette année, c'est 3h18, 17 secondes, si toi, t'as fait 3h18, 19 secondes, malheureusement, t'es pas pris. Mais toi, tu le savais, en faisant Ottawa, t'as vu ton résultat, t'as vu que t'avais un peu de lousse. Fait que tu te doutais quand tu faisais ta soumission que t'allais être prise, probablement. Ouais. C'était pas mal clair. Ouais, c'est ça. Puis est-ce que, justement, c'était un but important pour toi parce que on sait que tu as d'autres objectifs, tu te considères aussi comme une triathlète, évidemment. Fait que est-ce que Boston, c'était genre, oh my God, je vais absolument le faire, puis ça fait 5 ans que tu y penses ou pas tant que ça? Ben, j'ai fait récemment un post, hier, je pense, sur les réseaux sociaux de mon évolution de mon temps marathon parce que pour répondre à ta question, moi, j'aurais pas pensé pouvoir faire Boston aussi jeune. C'était pas tant mon objectif parce que j'étais quand même loin d'atteindre les 3h30. Tu sais, ça m'a pris beaucoup de marathons avant de faire le cut-off time pour Boston. Ouais. Puis j'ai fait le marathon. Je sais pas si c'était mon combienième, je vais dire comme 5e ou peut-être 6e. Non, 5e, je pense. C'était le marathon de Montréal en 2023. Que là, ça a tellement bien été. Puis là, je l'ai fait en bas de 3h30. J'avais fait 3h16. Donc là, ça me faisait une bonne expérience. Donc le marathon d'après, c'est là que j'ai vraiment voulu améliorer mon temps. Puis là, espérer de vraiment faire meilleur pour pouvoir me qualifier au marathon de Boston. Je comprends. Ça fait du sens. Ouais, fait que l'idée t'es venue à mesure que tu t'améliorais, tu t'as réalisé que tu avais la performance pour. Ouais. Puis là, le rêve s'est comme allumé de pourquoi pas faire Boston. Oui, exactement. Okay, je comprends. Avant, je pense qu'on connaissait pas beaucoup de gens de notre entourage qui faisaient le marathon de Boston. J'en connais pas encore beaucoup, mais c'était pas tant un objectif que je voyais près de moi. Puis là, de plus en plus sur les réseaux sociaux, on en voit. Donc, c'est sûr que ça te donne envie, toi aussi, de le faire. Tu vois l'ampleur de... Tu sais, j'ai toujours connu cette course-là. Le marathon de Boston, c'est mythique. Tu sais, il y a un historique derrière ça. Mais tu sais, j'aurais pas pensé faire ça aussitôt. Puis je suis vraiment fière de l'avoir fait. Yo, certain. Ouais. J'ai trouvé ça tellement le fun de vous suivre. Tu sais, je dis vous, je te vous vois pas. C'est ça. Je parle de toutes les. Vous étiez plus des filles, là. En fait, je connaissais aucun gars qui l'a fait de mon entourage d'immédiat, mais il y avait toi, il y avait Juliette Pinchot, il y avait Morgane Blouin, Camille Ayotte. Oui. Fait que, tu sais, dans ma tête, vous étiez comme les Québec Girly Pops on a mission. Oh, ouais. Genre, un peu toutes les mêmes vibes, toutes les mêmes genres de niveaux. Vous étiez toutes qualifiées l'année d'avant, beaucoup d'entre vous à Ottawa. C'est pas l'entièreté d'entre vous à Ottawa, je pense. Oui. Peut-être Juliette, je sais pas si elle a pris son temps de Québec ou bien d'Ottawa, parce qu'elle a fait mieux à Québec. OK. Mais Québec, il était après la soumission, je pense, non? Oui, mais non parce que Juliette, elle avait un meilleur bib que moi. Elle a fait 3h12. Moi, j'avais fait 3h14. Fait que ça, c'est aussi un petit fun fact. Dans le fond, quand tu te qualifies pour le marathon de Boston, quand tu arrives à aller prendre tes dossards, tu as des codes de couleurs qui déterminent ton départ. Puis l'ordre des couleurs, je pense que les meilleurs, eux qui font les meilleurs chronos, hommes-femmes, c'est rouge. Puis après, t'as rouge, blanc, bleu, jaune. En tout cas. Fait que, t'as comme 5 groupes. 5 chorales à peu près? Oui, 5 chorales en fonction. Parce que, tu sais, il y a des gens de 55 ans que eux, leur cut-off time, il va être plus haut que des gens plus jeunes, ce qui est normal. Ouais. Mais eux, reste que leur temps il est plus lent que des gens jeunes. Donc, ils vont partir plus en arrière parce qu'il y a tellement de monde que. Puis c'est tellement bien sécurisé. Tu pourrais pas juste. Tu sais, au marathon de Montréal, départ Wave 1. Mais finalement, si tu veux partir dans la Wave 3, tu peux le faire ou vice-versa. Tu peux te mettre en avant si finalement ça te tente d'être en avant. Tellement. Mais ça, c'est une grosse différence importante, je pense. Puis j'ai hâte que tu m'expliques ça parce que, tu sais, pour nous, au Québec, le plus gros, c'est pas mal le marathon bénévole de Montréal, qui est énorme. Là, si je me trompe pas, c'est 20 ou 21 000 coureurs. Mais ça, c'est marathon et demi-marathon ensemble. Là, parce que c'est la même ligne de départ, right? Ouais. Fait que je pense que c'est un peu moins de 20 000 coureurs. Puis comme tu dis, si tu veux changer ton choral, tu freestyle, tu t'avances, tu recules, genre, tu fais ce que tu veux. Là. Ou si tu manques ton choral, c'est pas grave. Là. Mais ça serait pas grave non plus à Boston. À Boston, dans le fond, c'est que tu peux pas avancer de choral, mais tu pourrais décider de reculer de choral. Parce que si cette journée-là, t'es comme, hey, moi, je me suis qualifiée
j'ai fait 3h05, mais aujourd'hui, je veux avoir du plaisir, puis je pense pas avoir la forme pour refaire ça. Ben, je veux faire 3h20, je vais partir plus loin, tu sais. Je comprends. Puis ça a de l'allure parce qu'en fait, la majorité des marathons, c'est toi qui dictes ton temps. Quand tu t'inscris, ils disent qu'est-ce que tu penses que tu vas faire. Puis là, tu peux dire ce que tu veux. Au marathon de Boston, non. Ils prennent ton relevé puis ils double-check. OK, je comprends. Puis, même le numéro, tu sais, moi, j'avais fait 2 minutes de plus que Juliette puis une autre amie, Eugénie. Fait qu'eux, ils étaient comme dans les 14 000 quelque chose. Moi, j'étais dans les 15 000 quelque chose. Fait que, tu sais, juste là, tu peux voir quelqu'un comme, toi, ton numéro, il est plus haut, fait que t'es moins vite que moi. Tu sais, mais. OK, il y a un ranking. Je comprends. Ouais, c'est ça, c'est fou. À Montréal, c'est comme, tu t'inscris au mois de janvier, ben, tu vas être dans les premiers. Je pense que c'est le même qui alloue les dossards à Montréal. Je sais. C'est une bonne question. Je ne sais pas comment il alloue le chiffre. Je pensais que c'était au hasard. C'est peut-être chronologique, je sais pas trop. Peut-être, oui. Puis ça veut dire qu'il y a, mettons, toi, tu étais numéro 15 000 à peu près? Je pense, 15 000 quelque chose. Puis il y a combien de participants à Boston? Je pense que c'est 33 000. On dirait que j'ai ça en tête. Fait que ça veut dire que la moitié des participants environ se qualifient sous un temps de 3h15 ou plus rapide? Ouais. Hey, c'est du niveau en tabarnouche. C'est du niveau. Puis je parlais à mes amis qui sont venus nous encourager, puis mon chum Louis, que tu connais bien, il disait, tu sais, quand tu arrives au marathon de Montréal, tu sais, des gens qui le font en bas de 3 heures, t'es vois, tes spots, puis c'est comme wow, tu sais. Mais là, à Boston, il y en a une trolley qui font ça en bas de 3 heures. Ça me fascine tellement. Puis tu me connais un peu, genre, j'adore les stats, puis j'adore, genre, deep dive. Fait que, comme, si je me souviens bien, si tu fais en bas de 3 heures, je pense que t'es dans le top 80 ou 90 du marathon de Montréal. Faudrait que quelqu'un me corrige, là, c'est peut-être pas exactement les chiffres, mais c'est quelque chose comme ça, tu sais. Puis là, tu serais genre 12 millième si tu le fais en 3 heures. J'ai vu peut-être pas 12 millième, mais en tout cas. Ton vidéo que tu as fait là-dessus, je trouvais ça drôle, ça représente bien ce que c'est finalement quand tu te compares aux gens les meilleurs dans le monde. Là. Oui, c'est ça. C'est un autre. C'est les Olympiques de la course à pied pour monsieur, madame, tout le monde. J'appellerais ça de même. Oui, bien dit. Monsieur, madame, tout le monde et les élites, dans le fond, au même endroit. Oui, au même endroit. Oui, c'est ça. Toi, tu es techniquement amateur. Ben oui. Mais il y a un gros field en avant d'élites payés pour être là et compagnie. Là. Qui sont c'est fou. forts et fortes. Là. Je pense que là, cette année, le gars, il a fait le record du parcours sur marathon. Puis là, on vient de voir que la barre des 2 heures a été franchie à Londres. C'est capoté. Là. Et le record des femmes Women Only aussi a été battu. Women Only, c'est vrai. C'est complètement insane. D'ailleurs, il y a tellement de choses que je veux te poser sur ton expérience à Boston. Premièrement, le départ, il se fait à Hopkinton. Yes. Hein? Une petite ville à 40 kilos de Boston. Fait que là, comment ça fonctionne, partir à 40 kilos de Boston puis courir vers Boston? Fait que c'est quoi la logistique pour se rendre là? Puis peux-tu nous expliquer le départ un peu? Oui, bien, c'est une bonne question parce que dans le fond, le parcours du marathon de Boston, c'est que tu pars de cette ville-là, Hopkinton, puis tu te rends jusqu'à Boston, jusqu'à la ligne d'arrivée. Puis pour te rendre là, il faut que tu prennes un autobus. Fait que tu te rends à Boston, proche de l'arrivée, je pense. Puis tout le monde doit embarquer dans un autobus. Et encore là, en fonction de la couleur de ton bib, tu as 1 heure de départ pour la course. Fidèle à mes habitudes et celles de mon amie Juliette, on était un petit peu en retard ce matin-là. Je suis pas surpris. Whoopsie! Ouais. Ben, c'est parce qu'on se disait, tu sais, ils disent cette heure-là, mais finalement, tu sais, clairement, c'est parce que pour vous mettre en contexte, ils nous disaient d'arriver aux autobus à 7h30, puis le départ était à 10h30. Fait qu'on parle d'un départ quand même assez tard. Même question logistique de comment s'alimenter, c'était quand même... Fallait se demander quand est-ce qu'on allait manger parce qu'on voulait pas amener notre déjeuner dans l'autobus. Là, c'est un bon point, ça, ouais. Ouais. Fait que finalement, on a mangé juste avant de partir. On s'est amené un peu plus de snacks pour snacker jusqu'au départ. Ouais. Fait que qu'est-ce qu'on a fait? On était dans un beau Airbnb. On était vraiment une grosse gang. Il y avait mon amie Juliette et Eugénie qui le faisaient avec moi. On a pris un métro jusqu'au départ des autobus qui étaient dans la ville de Boston. Puis après l'autobus, on s'est rendu jusqu'à la ville d'Hopkinton qui est le départ. Ouais. Par contre, on pensait pas attendre aussi longtemps avant d'embarquer dans les autobus. C'était tellement long. Je pense qu'on a entendu comme 1h20, si c'est pas 1h30. Mais avant un marathon, être entassé, là, c'est comme dans une foule, comme si t'es genre... je vais dire, ilsonique, là. Ouais. T'es tout entassé, t'es avec tes souliers de course. Il y a des gens qui étaient quand même intelligents, qui ont amené des sandales et leurs souliers
plaques de carbone, ils mettaient comme sur leur épaule puis ils allaient les changer. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Fait qu'on est resté debout très, très longtemps jusqu'à embarquer dans les autobus. Puis là, petit fun fact, quand on est arrivé dans les autobus, on était tellement concentrés sur le fait de comme, OK, il faut embarquer dans le bus parce qu'on veut pas arriver trop flush de notre départ, qu'on a comme oublié d'aller aux toilettes, comme juste avant. Puis en plus, on était à côté des toilettes chimiques tout le long de la tente, fait qu'on aurait vraiment pu y aller. Et là, je vous dis, j'ai jamais eu envie de même de ma vie. Moi puis Jules, là, on se regardait, puis je pense que j'avais tellement mal, là, puis c'est parce que l'arrêt de bus de Boston à Hopkinton, c'est comme 45 minutes. Ouais. Fait que là, on gardait cette envie-là. En tout cas... T'as pu aller aux toilettes avant ton départ? Oui. Parce que tu peux pas commencer un marathon avec une envie de pisser. Ben, fun fact, on est arrivé, puis là, on était comme, je peux plus. Hey, tellement qu'on avait envie. Moi, dans le fond, j'avais amené plein de vêtements de rechange que j'allais faire un don. C'est vraiment bien fait. C'est que comme c'était très froid ce matin-là, je pense que c'était comme 4 degrés, ben tu t'amènes genre des vieux jogging, vieux sweatpants, puis tu les donnes aux gens sur le bord du parcours. Il y avait, je pense, une centaine de personnes avec des sacs que tu pouvais aller donner ton hoodie avant le départ. Tu fais pas juste le jeter sur le côté de la route. Oui, ils récoltent, là, ils savent. Là. Ils savent. Fait que ça, c'était vraiment bien fait. Mais j'avais amené un gros sac de poubelle où je mettais des trucs à moi dedans. Et moi, puis Jean, on s'est dit, je pense que on va faire notre pipi dans l'autobus en mouvement, dans le sac de plastique. Là. Genre, je vous le dis, je pense que 5 fois, on s'est dit, on le fait-tu? Ouais. Là, le boss, il est arrêté. Là. Personne n'était debout. C'était même pas là qu'on arrêtait, mais dès qu'on était immobile, on est parti en courant. On a dit au chauffeur, get us out, we need to use the restrooms. Puis il y a une chose qu'un gars va écouter dans la vie, c'est quand des filles vont leur dire, faut que j'aille aux toilettes. Il est genre, OK, pas de problème. Vous étiez quasiment rendus? On était comme on était arrivé au départ, puis je pense qu'il voulait juste aller se mettre un peu plus loin. Je comprends. Puis là, on est parti à courir, je criais, on a c'est gentil même, mais on a fait pipi genre en plein milieu de je sais pas où, puis tu sais, il y a full de police à Boston. Ouais. Fait que là, tu sais, t'as pas le droit de juste pisser n'importe où. Fait que là, on se cachait, on avait des serviettes. Fait que je l'ai fait là, puis après, je l'ai même pas refait. Fait qu'on l'a fait dehors, on a même pas fait dans les toilettes. Ouais. En tout cas. Mais t'as pas le choix. Puis je pense que tout le monde, t'as envie de pisser parce que t'es hydraté, mais t'as envie de pisser parce que t'es nerveux. Puis là, ou nerveuse, tu veux t'assurer de pisser pour être sûr de pas avoir envie. Puis au marathon de Montréal, là, on le voit, là, ben, c'est plus les gars, tout le monde pisse dans les buissons. En plus, le départ est au Parc Jean-Drapeau, fait que genre, c'est pipi-fest, là. Vous, les filles, c'est un petit peu plus compliqué. C'est plus compliqué, mais à this point, moi, j'avais entendu de Camille Ayotte qu'elle avait fait le marathon de Chicago, puis ce qu'elle nous avait dit, c'était amenez-vous des serviettes que vous voulez donner, genre des vieilles serviettes, parce que elle, il s'était fait mettre dans les barrières pour le départ 45 minutes avant le départ. Fait que là, t'es là, puis tu peux pas aller utiliser les toilettes. OK. Fait que, tu sais, tu veux faire pipi avant ta course. Fait que les gars, ça le faisait comme... Tu sais, les gars, vous avez plus de facilité, mais les filles, là, ça se baissait les culottes, puis ça le faisait sans gêne. Puis là, elle disait que... Dans le parc, à côté du monde? Genre, c'était comme pas au le choix. départ, tu sais, imagine-toi au départ du Marathon de Montréal, comment t'es tout entassé. Ben, le monde, il se faisait de l'espace. Puis là, la fille, tu sais, on n'a pas le choix, on squatte. Ouais. Mais il y avait des filles gentilles qui venaient cacher avec des serviettes. Fait qu'elle avait dit, amenez-vous des serviettes, du papier de toilette, parce que ça se peut que vous en ayez de besoin. Fait que c'est ce qu'on a fait. Puis finalement, ça nous a quand même été utile parce qu'on s'est cachés. Ouais. Mais quand t'as tellement envie, puis les coureurs, ils le savent. Tu sais, moi, si je voyais quelqu'un faire ça, je serais comme, let's go, comme, oui. je veux que tu sois confortable pour ta course, puis il n'y a pas de jugement, puis que je verrais les parties intimes à quelqu'un. Tu sais, pas voir ça, mais tu sais, tout le monde est dans le même bateau. Ouais. Puis tout le monde s'est qualifié. Ça veut dire que tout le monde a plusieurs marathons derrière la cravate. Fait que tout le monde comprend bien que. Ou pas besoin d'avoir beaucoup de marathons derrière la cravate. Là, tu comprends bien que, regarde, il faut pisser avant de. Pisser. Intéressant. Moi, je pensais pas qu'on allait aller là, mais écoute, pour vrai, c'est super pertinent. Puis, sais-tu quoi, j'ai reçu plein de questions par rapport à la gestion de la flore intestinale puis du pipi, par rapport au marathon. Genre, c'est une grosse. C'est un gros sujet, là. Vraiment, parce qu'il y a des gens qui vont avoir envie de numéro 2 pendant la course. Moi, ça m'est arrivé pour la première fois dans une course. Tu sais, j'en ai fait des Ironman, des événements de longue durée que je devais ingérer beaucoup de gel, de glucides, qui fait en sorte que des fois, ça va plus déclencher. Mais pendant la course, il y a un moment, j'étais comme, hey, il faut que j'arrête aux toilettes. Mais ça m'est jamais fait ça, là. À Boston? Ouais, pour la première fois? Ouais, j'ai une envie d'aller faire un numéro 2. Si. Puis, tu sais, t'es pas confortable. Tu sais, c'est numéro 2 un peu comme mou, genre. Ben oui, pas, forcément. Là, ben oui, t'es déshydraté, tu manges des gels, t'es t'es stressé. Même la veille, je pense, de la course, j'avais comme des petits problèmes de... Ouais. Fait non, que mais là, c'est... Ouais. On en parle, mais c'est parce que je sais que... Moi, honnêtement, j'ai pas de tabou, là. J'en parle, genre, de mes selles à mes amis, là, comme j'ai jamais eu. Puis je pense qu'il faut pas en avoir parce que tout le monde vit ça. Mais finalement, c'est juste fini par passer...
Ouais. Je l'ai comme, ouais, on rentre à l'intérieur. On a un temps à aller Ah chercher, ouais. là. Suck it up. C'est bon. Mais même à un moment donné, j'étais comme, oh mon Dieu, genre, Ouais. est-ce que. Je me chie dessus? Non. Non? Je pense pas que je me chiais dessus, mais comme, mettons, tu fais un petit pet, puis là, ça sort. Ben oui, en plus, on s'entend. Là, mais pas ça comme dans mes highlights de podcast. Ah, c'est dead, man. SP, il va faire le montage. SP, Ah, clip non, ça, non, clip ça. non. Non, mais j'étais comme, imagine le monde en arrière, ils voient ça, puis ils sont comme, Yo! En plus, Au ça, pire. je veux dire, ça arrive. Puis il y a un gars qui avait été famous pour avoir fait ça au marathon de Boston il y a quelques années. Il s'était chié dessus. Je savais pas que c'était à Boston, oui, puis tu le voyais que ça coulait. Là. Oui, si je me trompe pas, oui, tu voyais que ça coulait. Puis il s'est filmé comme fièrement, voulant dire ben yo, j'ai crush mon temps, puis j'ai réussi à faire mon objectif. Puis ça a été méga viral. Ouais, ben, Puis- tu sais, tant qu'à le faire, je l'assumerais. Ouais, ça c'est serait ça. dur, par contre. Je voudrais pas être connu comme ça, Et- mais je pense qu'il faut que tu l'assumes. Ouais, rendu là, le gars, c'est devenu une légende après. Là. C'est bon. Parle-nous un peu du parcours. Boston, c'est particulier parce qu'il y a beaucoup de côtes, right? Ouais. Fait que autant en montant qu'en descendant. Fait que comment est-ce que tu t'es préparé pour ça parce que tu le savais d'avance? Puis comment tu as vécu ce parcours-là qui est assez unique et difficile? Ouais, la réponse à la question, je me suis pas tant préparée aux côtes parce que c'est un entraînement pendant l'hiver. Fait que déjà, juste de comme sortir faire des long runs, que ça soit plat, genre, moi, j'étais contente de le faire. Puis j'ai été quand même vraiment assidue dans toutes mes courses, sauf une que j'avais repoussée. Fait que juste de cocher la long run pendant une prep de marathon d'hiver, je trouve que faut comme pas trop non plus être trop intense sur le OK, il va y avoir du dénivelé. Fait que là, à chaque sortie, je vais m'acheter du dénivelé. Si tu peux, puis tu veux le faire, tant mieux. Mais je pense que l'hiver, c'est difficile. Ouais, intéressant. Mais, tu sais, ma prep, elle a super bien été, puis je me sentais vraiment en contrôle. Par contre, arriver à la course, dans le fond, les côtes du marathon de Boston se font après le 31e kilomètre. Ça augmente progressivement, mais ça augmente en plein moment où ce que tu pognes le mur généralement, puis que tes jambes, tu commences à les sentir l'autre. Fait que rajoute à ça des côtes. Puis on pense souvent que c'est les montées qui sont dures, mais les descentes, ça vient vraiment te faire mal aux jambes. Puis, tu sais, juste si on prend un exemple, aller faire une randonnée, là. Ouais. Tu sais, tu montes, puis c'est ton cardio que tu trouves ça difficile. Puis là, quand t'arrives pour descendre, des fois, tes jambes, ils partent tout seuls, puis c'est là que tu le sens vraiment dans tes jambes, là. Ouais. Fait que c'est ce que j'ai ressenti. Puis arrivé comme au kilomètre 35, là, j'étais comme, ouf, ça va être difficile. Un peu le même sentiment qu'à Ottawa. C'était vraiment mes jambes qui m'ont ralenti avant toute autre chose. Fait que là, ça m'a comme mis un peu la puce à l'oreille, comme, OK, je suis peut-être partie un peu vite ou j'ai comme vraiment pas assez pratiqué les montées puis les descentes. Donc, à refaire, ou si je peux donner le conseil à quelqu'un, ça serait pratique les montées puis les descentes dans tes trainings. C'est intéressant parce que oui, c'est plus exigeant au niveau cardiovasculaire de monter, évidemment. Mais au niveau musculaire, il y a beaucoup plus de déchirures qui se font. C'est des contractions excentriques dans le quad. Puis ça cogne beaucoup plus. Puis c'est dur à comprendre comme concept dans le sens que c'est tellement facile de descendre dans un sens, right? Mais à la longue, musculairement, c'est ça. Puis là, tu l'as vécu. Puis tout le monde qui a vécu Boston m'a raconté la même chose. Hein? Ouais. Fait que je trouve ça vraiment intéressant que ça soit les descentes qui t'ont comme plus taxé, mais physiologiquement, c'est normal. Vu que le parcours était exigeant et irrégulier, comment est-ce que tu fonctionnais pour le pacing? Est-ce que tu avais une technique dans ta tête avant? Puis comment est-ce que tu as fini par appliquer cette technique-là ou pas? Ouais, le ou pas, il est intéressant parce que c'est ce qui est arrivé. Okay. Non, mais dans le fond, moi, j'avais un gros objectif, puis je l'avais pas comme annoncé, mais j'en parlais aux gens autour de moi. C'était de faire un sub 3. Que je n'ai pas réussi à faire, mais c'était vraiment un gros objectif. Fait que, tu sais, moi, j'y allais, c'était mon objectif A++, puis j'en avais un B en tête qui était de juste améliorer mon temps sur le marathon. C'est ce que j'ai fait. Donc, au final, je suis bien fière. Fait que ma stratégie, c'était de partir les 2 premiers kilomètres, pas trop vite. Fait que 4,25. Je pense pas que j'ai réussi. Le départ du marathon de Boston, ça part très, très vite. Puis il y a beaucoup de monde. Puis dans n'importe quelle course, tu sais, quand tu pars avec des gens, tout le monde va se pousser à aller plus vite. Puis tu essaies de te frayer un chemin. Fait que là, j'ai commencé à les... je sais pas jusqu'à combien de kilomètres. Tu sais, là, t'es vraiment confortable, puis t'es avec des gens qui ont ton pace. Mais les 3 premiers kilos, j'ai l'impression que j'ai beaucoup dépassé par la gauche. Fait que ça te fait faire des petites accélérations sans t'en rendre compte des fois. Okay. Tu sais, tu vois comme... Là, t'es pogné derrière quelqu'un, fait que là, t'es comme, ah shit, là, je ralentis. Tu vois une petite fenêtre qui s'ouvre à gauche, puis là, tu pars, mais là, t'accélères, tu descends peut-être à 4-5. Fait que
Bref, tout ça pour dire que les 2 premiers kilos, je pense pas que j'ai vraiment respecté le 4,25. Puis après ça, je tombais sur du 4,15. Ouais. Puis 4,15 qui est le pace de 3 heures, right? Je pense que c'est même 4,14 qu'il faut que tu fasses. Moi, mon but, ben c'est ça, j'en parlais après, là, c'était d'accélérer à la fin. Ouais. Puis Louis m'avait dit, parce que la veille, on avait comme tout revu ma stratégie, parce que j'en avais pas vraiment une. Moi, j'aime ça. Intéressant. C'est intéressant que t'es genre si prête, si fit, mais t'as pas tant de stratégie, mais c'est cool. Non, honnêtement, moi, comment je fonctionne, là, c'est que je m'écoute beaucoup. Puis c'est de même que j'ai toujours bien fonctionné. Mais j'aimais ça avoir une stratégie un peu plus détaillée, comme avec Louis, ce qu'on a fait. Mais moi, j'aime ça, essayer de garder la même allure tout le temps. Comme au marathon de Montréal, j'avais fait quand même un bon temps. J'avais fait 4,01 du kilomètre. Ouais, pour au un demi. Ouais. demi. Puis je sais, on est partis ensemble, puis tu m'as dépassé. Non, mais genre, dans les débuts, comme, genre, j'ai le vent dans les ailes, puis ça va bien. C'est-tu le vent dans les voiles ou les vents dans les ailes? On peut dire, aujourd'hui, on va dire le vent dans les ailes. Ouais, merci. Puis ça va bien, puis j'aime ça, juste y aller au feeling. Tu comprends? Ouais. Bref, c'est pour ça, des fois, je me mets pas trop de stratégie, mais je trouve intéressant aussi d'essayer d'en coller une, puis peut-être que je réussirais mieux si j'en avais vraiment une qui est établie. Fait que tout ça pour dire que si je voyais de 4,15 à 4,20 sur ma montre, c'était tout au long de la course, c'était bon. Puis là, l'objectif, c'était les 2 derniers kilomètres, genre vraiment comme pousser puis essayer d'aller genre à 4 flats pour essayer d'aller gagner des secondes, parce que Louis disait que si tu augmentes vraiment ton pace, ça peut sembler rien, 2 km, mais si tu essaies vraiment d'aller vite, tu peux aller retrancher quand même du temps sur ton chrono. Mais je savais que les montées allaient beaucoup me ralentir, fait que j'essayais d'aller un peu plus vite que 4,15. Mais somme toute, j'ai fait un PR de 30 km à 4,15 selon mon temps Strava, Ouais. Je tiens à le dire. Ouais. Mais au final, c'est pas ça que j'ai fait. J'ai fait 3h06, fait que 4,25. J'ai mon temps Strava en tête, là. Ouais. Dans les 4,20 de pace, je pense. mais dans le fond, c'est ça. Tu as tenu une allure d'un marathon de 3 heures pour les premiers 30 kilos. C'est ça, tu étais autour de 4,15. Ouais. Mais c'était déjà exigeant, j'imagine. Tu étais pas mal dans le sweet spot. Puis là, arrivaient les hills. Fait que tu n'as pas eu le choix de ralentir. Puis c'est vraiment connu à Boston que les hills sont exigeantes. Fait que quand tu étais dans les hills, qu'est-ce que tu disais? Est-ce que tu voyais bien ton pace était peut-être 4,40 des fois, 4,45, je sais pas. Fait que comment tu as fonctionné dans les hills? Ben, c'était dur parce que tu sais que tu ralentis puis tu essaies de pas t'en vouloir, mais pour vrai, c'était tellement une game mentale à ce stade-là que en vrai, j'y pensais plus, puis je voyais genre une côte à la fois, puis j'essayais de la monter. Puis à un moment donné, je pense que j'étais vraiment dans les vapes parce que j'ai regardé mon temps, puis il me restait comme 10 kilos. Puis là, j'ai dit, même si je cours à... Je me suis sorti un pace, je pense que je suis correct comme pour faire sub 3. Mais finalement, c'était vraiment pas ça. Je pense qu'il me restait plus de kilomètres que je pensais. OK, t'as commencé à faire des mathématiques, mais là, après 30 kilos, c'était off. Pour vrai, je te comprends tellement. Comme pas là. Ouais. Mais au final, je voulais juste le finir parce que ça faisait tellement mal dans mes jambes, là. Puis je suis quand même contente parce que, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a écrit ça sur ses réseaux, comme que j'ai dit que mon but c'était faire sub 3 puis que mes jambes c'était vraiment 2 blocs de béton. Quelqu'un m'a écrit comme hey, genre 2 blocs de béton à 4,40 ou 4,45, c'est quand même déjà très bon. Ouais. Puis si je me fie, tu sais, il faut toujours se comparer à soi-même. À Ottawa, j'ai vraiment pogné un mur. Puis là, j'étais allée à genre 5,20, 5,25. Fait que là, au moins, j'ai quand même été capable, malgré la souffrance musculaire qui m'habitait, d'aller à un pace qui était quand même bon. Ouais. Puis je pense pas que j'ai 1 kilomètre que j'ai dépassé le 5 minutes du kilomètre. Fait que c'est quand même vraiment hot. Puis j'ajoute à ça que moi, je suis une triathlète de base. Ben, en tout cas, je m'identifie plus comme une triathlète qu'une coureuse. J'adore la course, c'est mon sport qui est venu en premier. Mais j'avais pas des grosses semaines, là. Ma plus grosse semaine de prep, c'était 72 kilos. Sinon, c'était des 50 à 60. Fait que c'est quand même un très bon temps. Puis je dois me rappeler ça que, tu sais, j'ai pas fait des semaines à 80, 100 kilos. Donc, je pense aussi qu'il faut se ramener à ça. Des fois, on veut comme des gros objectifs. Puis moi, c'était un plus s'il venait avec, mais au final, de juste la faire améliorer mon temps, puis de me comparer à moi l'année passée quand j'ai vécu le marathon d'Ottawa, c'était mon état mental. Tu sais, je sais qu'on l'a fait ensemble, fait que, ben pas ensemble, là, mais on s'est vus, puis pendant la course, je me suis dit pourquoi je fais des marathons, c'est
horrible, comme je veux arrêter, puis genre, je veux même pas faire des Ironman. Mais à Boston, c'était pas ça. Mon mental était bien. C'était juste, oui, je veux finir, j'ai hâte, ça fait mal, mais j'aime ce que je fais, puis c'est beau le moment que je vis en ce moment. Fait qu'il faut se ramener à ça aussi, tu sais. Wow! T'as dit plein d'affaires intéressantes. Une chose que je trouve intéressante, c'est que pour revenir à ta technique de pacing, tu dis oui, mettons, tu n'avais pas tant de technique de pacing, tu visais un certain pace, mais moi, je trouve que la perception d'effort, c'est une technique de pacing, right? Fait que tu te fais confiance, tu sais dans quelle zone tu veux travailler d'intensité. Fait que ça, même sans regarder ta montre, tu peux quand même naviguer là-dedans. Aussi, ouais, c'est vrai. C'est un outil dans un sens. Puis aussi que même si, bon, premièrement, ton temps était meilleur, c'est un record personnel sur marathon, mais en plus, tu as une meilleure gestion, comme tu le dis, parce que tu as eu une moins grande dérive de pace à la fin, malgré les hills. Fait que comme c'était une performance où est-ce que tu étais en contrôle, ça, c'est intangible, mais ça reste quand même, j'imagine, une fierté pour toi d'avoir fait comme un... Ben oui. D'avoir eu un contrôle sur tout ça, là. Ben oui, totalement. La seule chose qui est plate de finir comme ça, puis tu l'as vécu, tu peux peut-être comprendre, c'est le fait de ralentir à la fin, qu'on dirait que c'est un peu un échec que tu vis. Je sais pas si tu le vois comme ça. Mais là, toi, c'est vraiment à cause que c'est Boston. Oui. Right? Parce que les hills commencent au 30e kilo. Fait que t'as comme pas le choix. Ouais. Tout le monde doit ralentir. C'est personne qui peut accélérer vraiment à Boston. À part, John Corrie, qui l'a fait en 2h01. Je sais pas s'il a fait un negative split. Donc, je sais pas s'il a fait la deuxième moitié plus vite. Ça serait surprenant vu le parcours. Ça serait surprenant. Peut-être, là, j'ai pas regardé ses stats, là, mais... Je sais qu'à Londres, ils ont fait un négatif split, mais je pense que le parcours est plus facile. C'est ça. Parce que déjà, de faire un negative split, donc de faire la deuxième moitié plus vite que la première, même sur un parcours facile, c'est excessivement difficile. Vraiment. Fait que... Non, c'est ça. Mais c'est juste que c'est comme si tu lâchais ce que tu avais comme essayé de soutenir pendant des kilomètres. Ouais. Puis tu finis un peu, on dirait, des fois, je regarde mon temps, puis je suis comme, genre, oui, j'ai fait ça, mais en même temps, t'as lâché à la fin, puis t'as ralenti, fait que... T'as-tu vraiment lâché? Ben non, t'as gardé la même perception d'effort, non? Oui. Mais je comprends ce que tu veux dire, oui, parce que c'est comme, fuck, tu ralentis, tu vois ton pace qui te glisse tes doigts, genre. Ouais, puis, tu sais, Louis m'avait dit quelque chose que j'essaie de me rappeler, il disait... tu sais, ton pace à 4,15, essaie d'être comme fier de cette allure-là, puis de comme dire, hey, j'ai une bonne technique en ce moment, puis de te sentir comme puissante, puis c'était vraiment ça. Tu sais, quand tu cours, puis tu te sens comme, OK, tu sais que tu vas quand même vite, puis tu as une belle technique, mais quand je suis rendue au kilomètre 32, je me sentais comme plus par en avant, tu sais, je le sentais que je me sentais lourde, j'étais pas comme la tête haute en train de courir, fait que juste ça, mentalement, de te supporter là-dedans, c'est... T'es moins fier de ce que tu projettes comme coureur. Tu sais, c'est très... À ce moment-là, dans ta course. Ouais, à ce moment-là. Oui, parce qu'en rétrospect, c'est autre chose. Là, je comprends. Mais sur le coup, t'es comme crime. Je suis pas à mon best, puis j'ai les épaules un peu vers en avant. Ouais, puis tu regardes les photos après, puis tu te dis, j'étais pas à mon best. Mais tout le monde doit avoir la même espèce de déclinaison technique, à peu près entre les kilomètres 30 et 35, là. Ça doit prendre le bord. Par l'avant, puis là, t'es comme... Ouais. Il y a, comme tu disais, le record du monde qui a été battu avant hier au marathon chez les hommes avec Sébastien Saoui. Puis quelqu'un lui a demandé, Sébastien, je fais comme si c'était mon chum. Sébastien. C'est comme Rory. Rory Linkletter, mon grand chum. J'en ai parlé avec Steve là, de 2800. Oui, c'est vrai, t'es allé au 2008. Oui. On a parlé plus de toi. C'est gentil. Fait que là, dans le fond, quand ils ont demandé à Sébastien Saoui qu'est-ce que tu as mangé le matin, lui, humblement, il a dit two pieces of toast with honey and some tea. Ouais. Fait que Rachel Dion qui court Boston en 3h06, qu'est-ce que ça mange le matin? Qu'est-ce que ça mange? Toujours la même chose avant une course. Et là, je n'avais pas mon déjeuner habituel. Mais moi, je suis pas une fille de... c'est quoi routine? Oui, routine, mais tu sais, quelqu'un qui va avoir des culottes chanceuses ou comme... Ah, superstitieuse? Exactement. Fait que moi, s'il y a une petite affaire qui se déroule pas comme prévu, ça va pas m'atteindre. Mais moi, dans le fond, j'adore le gruau aux dinosaures.
Tu sais, le Quaker, là. Au OK, la saveur, genre enfant un peu, là. Ouais. OK, ouais. Genre, j'aime tellement ça. Puis il passe bien, puis et tout. Mais sinon, mon plan B, que je prends aussi souvent, c'est à la cassonade. Fait que du gruau. Je prends 2 sachets de gruau déjà fait, qui est pas mal sucré, une banane. Puis c'est pas mal ça que je prends. Fait que c'est ça que tu as mangé le matin de Boston? C'est ça que j'ai mangé le matin de Boston. Puis après ça, j'ai pris, tu sais, jusqu'au départ, comme le départ était à 10h28, je pense qu'on a mangé des compotes, des petits jujubes, des trucs comme ça, là, pour comme des glucides qui se digèrent rapidement, facilement. Puis, ouais, fait que c'est tout le temps du gruau le matin. Mais je pourrais manger aussi un bagel. C'est juste qu'un gruau, on dirait, je trouve ça très soutenant. Tu sais, c'est quand même lourd, là, c'est facile, je trouve, à manger plus que du pain aussi. Ouais. Parce qu'il y a aussi cette question-là de, je pense que c'est un mot, palatabilité. C'est à quel point, là, corrigez-moi si... Je pourrais pas te corriger, mais... Non. Je fais un Ben, on shout-out à Ben nutritionniste, là, j'écoute plein de ses affaires, fait que là, j'ai plein de mots de nutrition dans ma tête. Palatabilité, si je me trompe pas, c'est à quel point c'est facile de le manger parce que c'est un enjeu le matin du marathon. Tu te réveilles, des fois, il est 4 heures du matin ou peu importe, t'as pas faim, t'es stressé, fait qu'à quel point c'est facile. Fait que le gruau, tu sais, tu peux comme... j'ai l'impression, le chug, genre... Ouais. Moi, je me gave de... Tu sais, même si ça rentre pas, j'essaie de me forcer parce que... Ben, tu sais, j'étais avec Jus, justement, puis je pense pas que ça va être dérangé que je dise ça. Elle mange tout le temps un bagel, puis le bagel, il rentrait vraiment pas. Comme elle avait vraiment de la misère. Après, elle a essayé de prendre un gros, je pense qu'il a plus rentré. Puis finalement, elle s'est traînée comme une moitié de bagel, genre sans confiture, sans rien, puis elle l'a mangé comme, tu sais, tranquillement pendant qu'on attendait l'autobus. Tu sais, au final... faut que tu manges, mais en même temps, c'est pour ça aussi que tu carbs load, là, parce que pour te faire des réserves. Fait que, tu sais, techniquement... Je parlais à quelqu'un que lui, il disait que ça y arrive des fois de pas manger avant une grosse course. Lui, il l'a testé à prouver. Je conseillerais pas ça. Mais si tu carbs load suffisamment, je pense que tu pourrais avoir assez de réserve. Fait faut pas non plus trop se taper ses doigts si jamais ça rentre pas puis ça donne envie de vomir. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Fait que, peux-tu nous parler justement de ton processus de carb load? Est-ce que tu comptes le gramme de glucides? Comment tu fais pour augmenter ta charge de glucose, puis combien de jours à l'avance? Moi, je commence tout le temps 2 jours avant. Mais là, c'était quand même assez complexe parce que... mais le marathon, c'était le lundi. Fait que j'ai commencé le vendredi, fait que ça m'a comme donné un 3 jours. Puis moi, ce que je fais, c'est que je me prive de rien. Je vais pas non plus trop me gaver de glucides parce qu'au final, puis c'est une conversation que j'avais avec les filles, puis moi dans le passé j'ai eu des troubles alimentaires, puis tu sais, l'image dans mon corps elle apporte j'occupe une grande importance à l'apparence de mon corps et tout. Puis ce que je trouve difficile avec le carbs load et la semaine de taper, c'est que tu vas pas bouger, vraiment moins que ce que tu es habitué, puis tu vas comme à la fin de la semaine, commencer à te gaver. Je dis gaver, mais ça devrait pas être ça, là. Tu vas prendre beaucoup de glucides. Fait que c'est difficile. On dirait que moi, j'ai une perception comme, OK, comme... je fais le switch dans ma tête, comme, OK, je mange pour avoir de l'énergie pour ma course, t'sais. Fait que c'est difficile le fait, tu sais, de pas beaucoup bouger puis de manger beaucoup. Mentalement, ça vient c'est comme contre nature, comme ce que tu essaies de faire au jour le jour. T'as pas autant faim que quand tu t'entraînes beaucoup, tu sais. Puis je suis une personne qui s'écoute beaucoup mes signaux de faim, tu sais. Mais tu sais, pour vrai, là, fait comment ça... Tu sais, c'est correct, là, je dis ça rapidement, mais comme c'est pas un enjeu pour moi, là. Mais, tu sais, je vais manger beaucoup de desserts. Tu sais, c'est des calories qui se prennent aussi facilement dans les glucides. Fait que, tu sais, exemple, on a soupé des pâtes à chaque soir, puis après, tu sais, je prenais des petits biscuits. Tu sais, on est allé au Subway, tu prends un sandwich avec des biscuits. Tu sais, plein de petits trucs comme ça ou des jus, là, je trouve que ça s'assimile facilement comme glucides, puis t'as moins l'impression de comme manger. Fait que des fois, de prendre des jus, ça m'aide. Moi, je fais ça aussi, jus. Je trouve ça tellement pertinent. Parce que j'ai pas un si gros appétit d'envie, mais le jus à place de l'eau, ben c'est beaucoup de grammes de glucides facilement. Ouais, c'est ça. Puis sinon, tu sais, je traîne tout le temps un petit sac de bonbons. Fait que ça, c'est intéressant ce que tu disais. Puis je suis vraiment d'accord avec le fait de pas trop se taper ses doigts si ça rentre pas le matin de la course. Parce que si tu as fait un travail de carb load, puis c'est pas obligé d'être ridicule, mais si tu as mangé un peu plus,
tu as maximisé tes réserves de glycogène dans tes muscles, dans ton foie. Donc, tu as vraiment beaucoup d'énergie de stocker. Puis ton déjeuner, si tu manges 20 ou 30 grammes de plus ou de moins, ça ne changera pas grand-chose. Ouais. C'est plus, je trouve, une question de satiété. Donc, est-ce que je vais m'assurer de ne pas avoir faim avant ma course? Donc, je vais manger quand même quelque chose de soutenant. Oui, riche en glucides, donc tu stoppes tes réserves, mais le travail il est fait en amont. C'est ça. Pour un marathon, juste pour clarifier, là, parce que pour un 5, un 10, c'est moins pratique. Pour un demi, ça dépend, mais pour un marathon, là, on tombe vraiment dans comme... T'as besoin de... Puis, fuel. Non, c'est ça. Puis, j'étais avec ma bonne amie Justine, elle est nutritionniste, puis elle était comme, tu sais, les filles, ben, tu sais, elle parlait plus à jus parce qu'elle, c'était difficile à rentrer, puis elle disait, tu sais, jus, c'est pas grave, si jamais ça rentre pas, comme t'as full mangé en fin de semaine, tu sais, tape-toi pas ses doigts. Fait que c'était encourageant d'être comme un peu suivi par elle. Je savais pas, ton amie Julie est nutritionniste? Oui. OK, oui. Ouais, ben, c'est quand même un gros plus à avoir parce qu'elle est venue avec toi pour le week-end. Elle était avec moi, puis je posais full de questions, là. C'est un peu ma référence quand j'ai des questions. Puis justement, le sujet que je viens de parler, que des fois, en semaine de tapered carbs load, ça peut être difficile, mais au final, comme tu te nourris pour ton gros projet qui s'en vient, puis oui. Ça finit par passer, là, c'est important de bien s'alimenter. Mais moi, comme je pense pas que je pourrais pas manger le matin, avant une épreuve honnêtement, je suis vraiment chanceuse, ça rentre toujours bien. Comme moi, quand je suis stressée, la nourriture, elle rentre très bien aussi. Ah, OK. Ouais, t'es chanceuse parce que c'est vrai que c'est un enjeu. Fait que là, OK, carb load, tu nous as expliqué ça le matin. Qu'est-ce qu'une championne mange? Du griot. Après ça, on enchaîne au dinosaure. Si c'est pas au dinosaure, les performances sont pas garanties. Exact. C'est pour ça que j'ai pas ça froid. Je le sais. Mais là, tu révèles ton truc au grand public. Et là, je suis vraiment intéressée à savoir qu'est-ce que tu as consommé pendant la course parce qu'on le sait, pendant un marathon, les glucides durant l'effort vont être crucial. Pas juste un peu important, absolument crucial. Donc, je sais que tu as travaillé ça puis tu le fais depuis longtemps parce que tu as fait des Ironman, donc tu es habitué. Qu'est-ce que tu as consommé comme glucides? À quelle fréquence? Est-ce que tu le calculais en nombre de grammes par heure? C'était quoi ton plan de match pour ça? Ça aussi, je vais très freestyle. Pendant un marathon, moi, je vais vraiment en nombre de gel à chaque kilomètre ou chaque pas heure, là, mais mettons, je vais me dire, OK, à chaque 40 minutes, je veux prendre un gel. Je vais plus comme ça. C'est plus dans une épreuve de Ironman que là, comme c'est plus long, je vais essayer vraiment d'avoir une cible. Exemple, je pense pas que je pourrais atteindre du 80-90 grammes à l'heure. Du moins, il faudrait que je le pratique, là, mais tout ça pour dire qu'à Boston, ma stratégie, j'ai commencé en me disant, je vais essayer de le faire à chaque 7 ou 8 kilomètres, mais en y allant, je sais pas, il y a comme quelque chose en moi qui voulait manger puis tout prendre sur le parcours. C'est drôle parce que j'en ai parlé à Jus, puis les deux, on n'est pas comme, tu sais, des grandes consommatrices. C'est quelque chose que je veux pratiquer, ma nutrition, parce que, comme tu l'as dit, c'est crucial pendant une épreuve, puis c'est vraiment important de se nourrir adéquatement. Mais quand je suis arrivée à Boston, on dirait que j'étais en mode, je mange tout ce que je veux, puis je me limite pas, puis j'essaie de prendre le plus rapidement possible des gels. Fait que ce que j'ai fait, c'était environ à chaque 35 minutes des gels, sauf à la fin. Je pense que je sais pas si j'ai été capable de le faire jusqu'à la fin. Quand j'étais dans ma grosse pain cave, je trouvais ça dur de me sortir un gel, mais j'aurais peut-être dû, ça m'aurait peut-être aidé. Puis sur le parcours, c'était vraiment bien fait. Il y avait des stations d'eau comme des deux côtés. Puis tellement qu'il y a de coureurs, ils pourraient pas juste en mettre d'un côté, parce que sinon, il y aurait plein de coureurs où on se rentrerait dedans. Fait qu'il y avait des longues stations d'eau Gatorade. À chaque station, je prenais de l'eau, du Gatorade. OK, tu prenais les deux. Ouais. Puis tu t'arrêtais pas, tu continuais à courir. Je continuais à courir. Puis tu prenais de l'eau, t'en prenais une gorgée ou deux, Gatorade de la table suivante, une gorgée ou deux. Exact. Est-ce que tu avais de l'eau sur toi? J'avais pas d'eau sur moi. Intéressant. C'est mon premier marathon que je fais sans... Ben, pas dans mon Ironman, là. Mais c'est le premier marathon que je fais sans eau sur moi, puis ça a full bien été. OK. Même sans tu t'es jamais arrêté à une table de ravitaillement pour prendre le temps de boire? Tu as toujours bu en courant? Oui. La seule... Ben non, j'ai vraiment ralenti. Quand j'étais dans les montées, j'étais plus lente, mais j'ai pas marché. Je comprends. Non, parce que je suis habituée, on dirait, de le prendre l'eau en courant, puis ça s'assimile bien. Puis au contraire, si tu t'arrêtes pour prendre de l'eau, j'aurais peur de me créer des crampes. Parce que, tu sais, si tu me dis, arrête-toi, là, je te chuggerais genre de l'eau, là. Surtout vers la fin, quand tu commences à plus ressentir la soif. Mais j'ai bien géré mon hydratation, je pense, pendant la course, justement. Et ma nutrition, tu sais, je m'étais traîné des gels, puis j'en ai pris d'autres sur le parcours. Puis moi, j'aime ça quand même varier mes gels. J'aime pas ça prendre juste la même marque.
Juste parce que je trouve que ça s'assimile juste mieux que de prendre juste la même brand. Fait que tu t'arrangeais pour prendre à peu près un gel aux demi-heures? Aux 35 minutes, tu dis? 35 minutes, 40 minutes. Là, Puis il y a combien de grammes de glucides par gel? 25? Dans ma tête, c'est tout pareil. Ouais, ben il y a une petite différence, mais normalement, c'est 25 ou 30. Ben, dans le fond, j'ai pris des chronos puis des Mortine qui donnaient sur le parcours. OK, parfait. Ouais, chrono, de mémoire, je pense que c'est 25 ou 30. Puis Morten, ils ont 2 sizes. Ils ont 25 puis 40 grammes de glucides, mais ça doit sûrement être les 25. Ouais. Les 40 sont vraiment gros, là. Ouais, il y en avait avec caféine puis d'autres sans caféine, mais ça, j'ai juste pris lui que j'ai vu en premier, honnêtement. OK. J'étais comme, give me that. Je trouve ça intéressant parce que si je me fie à ce que tu me dis, tu étais quand même basse dans les recommandations générales que des nutritionnistes sportives te conseilleraient probablement. Tu sais, on parle souvent d'un 60 grammes à l'heure minimum de glucides. Là, si on fait les maths, un gel de 25 grammes de glucides aux 35 minutes, ça donne moins que 60 grammes à l'heure. Mais tu as quand même réussi à performer. Je trouve ça intéressant. Puis, je suis vraiment surpris que tu dises que tu as été on top de ton hydratation sans avoir d'eau sur toi. Moi, je trouve ça vraiment challengeant de boire en courant. Et je trouve que j'avale de l'air, puis après ça, genre, ça me fait... Fait que... est-ce que tu te concentres... C'est une question vraiment niaiseuse, mais je veux savoir, genre, est-ce que tu te concentrais à boire comme plusieurs gorgées? Ouais. Tu sais, de vraiment boire pour boire, parce que des fois, moi, je le slam dans ma face, puis, tu sais, je finis par prendre une demi-gorgée. Ouais, ben, je le prends un peu en... Tu le pinces un peu, là, puis je sais pas, je suis quand même habituée de le prendre en courant, puis j'arrivais quand même à prendre 3 gorgées par verre. Puis, tu sais, j'avais Gatorade puis eau. Même que l'eau, genre, j'étais comme, OK, c'est genre, j'ai assez bu, là. Tu sais, je me forçais à prendre l'eau. Fait que, mettons, tu prenais genre 6 gorgées par table de ravito, puis il y avait une table de ravito aux 3 kilos, genre, ou 4 kilos? Je pense... C'était quoi? 2 ou 3 kilos? Je pense pas que c'était 4 kilos. Ouais, ça doit, parce qu'ils doivent en avoir plus que passé à Boston. Beaucoup, là. Ouais, ils doivent en avoir beaucoup. Ouais. Intéressant. Ouais, c'est même pas une question que je me suis posée. Des fois, moi, je suis tellement comme free spirit, là, je cours, puis s'il y a de l'eau, je vais la prendre, tu sais. Je me pose pas cette question-là. Tu fais bien... Pour revenir au gel, comme c'est vrai que c'est en bas des recommandations, mais c'est quand même un challenge, je trouve, de comme beaucoup manger pendant les courses. Puis je pense que c'est... Ben, je sais pas là, si c'est plus une affaire de femme, mais je vais vraiment parler pour moi puis mon cercle autour de moi. Je connais pas beaucoup de filles autour de moi qui sont capables de consommer full de glucides à l'heure. Puis je pense que c'est parce qu'on se pratique pas assez dans les entraînements. Mais c'est vraiment mon focus que je veux avoir. Puis au final, tu sais, je sens pas que je manque d'énergie. Tu sais, ça va bien pendant une course. Puis je parle même pour mes Ironman. C'est ça. Ouais. C'est intéressant. Puis c'est vrai qu'il doit y avoir une dynamique aussi de poids. Bien, évidemment, tu veux ajuster la consommation de glucides pour ton poids. Fait que toi, c'est sûr que tu vas en prendre moins qu'un gars qui pèse 100 kilos qui va courir un marathon. Fait qu'il y a ça aussi. Mais puis, petite note, là, s'il y a des gens qui écoutent, ben oui, clairement, il y a des gens, j'espère. J'espère qu'il y a au moins une personne. Allô? Salut. Sinon, on parle juste moi puis toi. Non, mais moi, c'est pas ma recommandation. Puis il faut aller voir une nutritionniste et tout. Évidemment, là, dans le sens, c'est pas mes conseils qu'il faut écouter. Puis comme Jay, il dit, c'est important de rencontrer les standards que ta nutritionniste, elle va te le dire. Puis je pense aussi, faut que tu t'écoutes. Puis faut que tu... En fait, là, c'est une question de le pratiquer en entraînement parce que si t'arrives le jour de la course puis tu fais juste penser aux 60 grammes à l'heure ou 80, 90, 120, je pense, ça va jusqu'à... 120, oui. Même plus, 150 certains ultramarathoniens. Oh my God. Pendant 10-12 heures. Oh my God. Font un 100 miles à 150 grammes de glucides à l'heure. Non, c'est cave. Oh mon Dieu. Mais... Tu sais, si tu le pratiques pas, tu vas arriver la journée de la course puis ça va peut-être te faire des gros inconforts. Mais, tu sais, je suis contente parce que c'est le marathon que j'ai le plus mangé puis bu. Fait que, tu sais, encore une fois, faut que tu te compares à toi avant qui en mangeait moins. Tu sais, mes 2 premiers marathons, j'avais pas pris un gel. T'as pris aucune source de glucides? J'avais des petites, genre, jujubes là, ou quoi de même. Là. Ouais, même mon premier, je sais même pas si... Non, c'est sûr que j'avais mangé de quoi, mais j'avais pas de gel.
wow. Ouais, tu sais, c'est correct de ne pas avoir de gel, mais juste d'avoir une source de glucides quelconque. Là. Ouais. Mais c'est fou parce que, tu sais, moi, quand je l'ai fait, c'était genre 2021, je connaissais pas. Ça parlait pas de gel, là, dans mon. Tu sais, là, dans ton temps. Ça sort, dans mon temps. Dans mon temps. Hey, tu sais, dans le temps, là, c'est genre il y a 3 ans. C'est ça. Non, mais je te comprends. C'est vrai qu'il y a eu une grosse démocratisation de tout ce qui est gel, produit en trans. Là. Tant mieux. Oui. Mais, ouais. Fait de où ce que je viens, je vois ça comme des améliorations. Je comprends. Tu fais bien. Mais tant que tu n'as pas eu de. Parce que si tu avais eu un gros crash, tu avais dit, hey, ça fonctionne pas, ben là, tu peux en tirer des leçons. Mais si ça fonctionne pour toi, ben parfait, tu sais. Même chose, j'applique ça à mes Ironman, je finis toujours très forte, là. Je suis pas comme défaite à la fin. Fait que clairement, ça fonctionne, mais clairement, il y a place à amélioration. Puis ça, je suis très consciente de ça, là. Je comprends. Rachel, tu as été victime d'un grand scandale sur les réseaux sociaux. Oh non, je voulais pas en parler. C'est ça, ouais. Fait que là, est-ce que tu peux nous expliquer... Là, j'exagère, c'est pas vraiment un scandale, mais bon, t'es créatrice de contenu, évidemment. Il y a des paires de yeux qui te regardent. Il s'est passé une critique à ton sujet. Peux-tu nous en parler un petit peu? Ben oui, ben tu peux renchérir. Là. Dans le fond, c'est qu'on se l'est partagé en DM. C'est que il y a comme 3 jours, j'ouvre mon téléphone, puis je vois un profil vous a mentionné dans sa story et a laissé un commentaire. Puis c'est comme un compte. C'est quoi le nom du compte? Ouais, je me souviens plus c'est quoi le nom, mais c'est un... J'explique c'est quoi le compte, avant ça je te laisse. C'est un compte qui a comme mission de dénoncer les gens qui mettent leur temps Strava à la place de leur chip time. Donc, tu as 2 temps. Le temps Strava de ta montre qui indique le 42,2 km et le temps officiel de l'événement qui est normalement un peu plus long parce que le parcours n'est pas exactement 42,2 km. Exact. Fait qu'eux, ils ont essayé de te pincer. Oui. Puis dans le fond, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un post comme carrousel, puis c'est mon temps, c'est mon temps du matin, j'ai pris mon temps Strava. Fait que là, ils m'ont fait un commentaire, genre, tu devrais savoir, t'as fait 8 marathons, j'ai écrit dans ma bio, genre 8 fois 42,2. Tu devrais savoir que le temps officiel, c'est le seul temps qui est véridique. On te demande de changer, pas on te demande de changer ça, mais comme, ils m'accusaient beaucoup. Puis au début, je pensais que c'était comme le marathon de Boston qui m'avait écrit parce que la page a 40 000 abonnés. Oui. Puis j'avais vraiment peur. J'étais comme, oh mon Dieu, genre, je vais me faire bannir, là. Tu sais, comme le gars qui a fait le marathon de New York, je pense, avec son frère sur Matt Choi. Ouais. Que son frère était sur un e-bike. Ouais, je me sentais comme lui. Ouais. Je me voyais. Non, mais j'abuse, mais. Oui, je comprends. Mais c'est juste weird parce que c'est une page faite par une personne random. Il n'y a aucune crédibilité. Il s'est comme mis sur le dos qui était la police des paces des réseaux sociaux. Puis tu peux peut-être enchérir là-dessus, mais je comprends s'il y a une différence notable entre ton temps Strava et ton temps chip time, puis tu bullshit le monde à dire que tu as fait 20 minutes de moins. Ouais. Mais toi, il y avait comme 1 minute de différence, genre. Ouais. Puis, donc, comment moi, j'aurais eu la chaîne si j'avais été accusé de même. Comment tu as réagi initialement? Au début, j'ai eu un peu la chienne, puis après, j'ai partagé à mon cercle, puis tu sais, on en a parlé, toi puis moi, puis j'étais comme, voyons, tu sais, c'est quoi son problème? Tu sais, il est juste, au pire, pas jaloux, mais, tu sais, après, je suis allée regarder son compte, puis clairement, il y a une dent contre les influenceurs qui mentent sur leur temps, comme tu te dis. Mais tu sais, il y avait ma story, puis après, il y avait une story d'une fille qui, elle, ça divaguait de 30 minutes. Puis là, t'as moi qui a pris son temps Strava au lieu de prendre mon temps officiel parce que, tu sais, c'est juste facile. T'as le petit filigrane Strava que tu peux coller sur une photo. Puis en plus, il était comme en jaune, c'était écrit PR. Fait que, tu sais, c'était bien cute. Exact. Puis je pense que ça se sent, ça, non? Comme, tu vois que la différence est de 1 minute. Toi, t'es pas là pour bullshiter ta communauté. Mais non. Puis cette page-là, Instagram, des fois, ils s'attaquent à du monde random qui c'est pas des créateurs de contenu. C'est leur premier marathon. Oui. Puis ils les shame en public en les mettant en story. Genre, c'est vraiment intense. En post même. Et en post. C'est comme le FBI de la police du temps de marathon. Là. Tu sais, puis... J'apprends de ça, tu sais, je pense que c'est correct, puis au final, la prochaine fois, je vais mettre mon temps officiel et non mon temps Strava, puis je peux comprendre que c'est frustrant pour ces gens-là, des gens qui le mettent pas, mais on s'entend que c'est 1 minute, puis au final, je l'ai fait le 42,2, c'est juste que j'ai pas tourné tous les coins ronds, fait que, tu sais, c'est pour ça, quand tu commences un marathon, tes 3 premiers kilos, t'es aligné avec les pancartes, tu sais, qui disent 1 kg, 2 kg, 3 kg, puis là, après, plus que ça avance, ben plus que des fois, tu vas comme...
t'éloigner justement de tous les virages. Fait qu'au final, c'est pour ça que tu fais plus, puis c'est vraiment frustrant, mais t'arrives, t'en montes à 10 km 33, puis tu vois même pas la pancarte 10 km 33. Là. Oh, ouais. C'est comme inévitable. Là. C'est comme ça pour toutes les courses parce que t'es pas sur la ligne parfaite. Ouais. Fait qu'en tout cas, mon but, c'est pas de frauder les gens, puis on s'entend qu'avec, ça prend 3... Tu sais, si tu mens sur les réseaux sociaux, les gens, ils vont s'en apercevoir tellement vite. Là. Ça prend 3 secondes d'aller sur l'application du marathon de Boston ou de Montréal, puis de voir comme, OK, ton elapsed time, c'est t'as posé ta montre pendant ta course ou quoi que ce soit. Là, donc, ouais, on se comprend. Ouais, tu vas pas gagner à mentir. T'essayes pas de frauder personne avec ton petit post. Là. Mon petit post là, avec ma cute avec ta médaille. Oui. Écoute, je suis curieux de savoir, en rétrospect, que tu as vécu le marathon de Boston. Où est-ce que ça rank dans tes expériences de course? Tu as fait beaucoup de marathons, d'Ironman, des demi-Ironman. Où est-ce que ça rank en termes d'expérience au complet? Est-ce que tu le mettrais en premier ou est-ce que tu as plus trippé à faire des Ironman en termes de journée là, au complet? Ben, c'était cool de vivre ça avec d'autres gens dans les Ironman. Je suis plus habituée de vivre ça seule. Je connais moins de gens qui font des Ironman comme je fais. C'est que dans un triathlon, ce qui est le fun, c'est que quand tu franchis la ligne d'arrivée, on dirait que t'es comme plus seul. Versus à Boston, j'étais comme avec plein de monde, mais en même temps, c'est ce qui fait que c'est beau parce que t'es jamais toute seule, t'es tout le temps entourée, t'as des gens de tout genre, tout âge. Donc, ça, c'est cool. C'est dur à comparer, puis je me suis même posé la question. C'est sûr que moi, j'ai fait les championnats à Hawaii Kona l'année dernière. Puis c'est que la journée est tellement longue que tu as envie des affaires pendant ta journée. Tu nages dans l'eau, tu fais du vélo, tu finis ça à la course, puis tu vois le soleil se coucher. C'était quand même une expérience, je pense, peut-être un peu en haut du marathon de Boston. Okay. Mais c'est une expérience complètement différente. Puis à Boston, c'était comme un des plus beaux week-ends de ma vie, là, honnêtement. Là. C'était tellement malade, l'expérience. Wow. Les gens, être entouré de plein de gens qui partagent la même passion. Puis j'étais peut-être un peu moins stressée qu'un Ironman normal. Donc peut-être j'en ai plus profité. Puis je me mettais moins de pression. Ouais. Donc 2 expériences complètement différentes. Intéressant. Au final, oui. Est-ce que ça t'a donné envie de faire d'autres World Majors? Parce que le Boston fait partie de 6 ou maintenant 7 courses internationales, dont Berlin, New York, Chicago, etc. Est-ce que tu vas en faire d'autres? Oui, et puis oui, je sais pas si tu sais, mais je pense qu'ils vont ajouter une course en Afrique, hein? Ah ouais, en Afrique du Sud? Ouais. La 8e, c'est tout ça? Ouais. Je pense que j'en ai entendu parler. Ouais. Parce que là, il y en avait 6, ils ont ajouté Sydney 7. Oui, puis là, peut-être Afrique du Sud. Je pense que c'est-tu Cape Town? Cape Town, ouais. Ça ferait du sens. OK. En tout cas, fait que de ce que j'ai entendu. Fait que finalement, on va en avoir plus à faire, c'est correct. Yes, hein? Non, mais oui, j'aimerais tellement ça. C'est juste que là, c'est tough avec les Ironman parce que j'aimerais full faire Chicago, mais c'est en même temps qu'Hawaï, puis j'aimerais refaire Hawaï. Donc, on peut pas tout faire, mais c'est sûr que ça a l'air comme complètement fou. J'ai vu le marathon de Londres, puis ça, oh mon Dieu, ça a l'air fou. New York, j'entends que des commentaires positifs. Je connais plein de monde qui font les courses à droite et à gauche. Tu sais, notre amie Fred, elle va faire Berlin. Fait que dans le fond, ton temps aussi là, de c'est 3h06, c'est 3h07 Boston, ça te qualifie pour, si tu veux appliquer pour d'autres World Majors dans le fond. Oui, c'est vrai que oui. Ouais, t'as raison. Ouais. Tu n'avais pas trop pensé? Moi, je repensais à Boston, mais c'est vrai que je pourrais essayer d'appliquer d'autres. Parce que tu as plus de chance, après moi, quand tu fais un temps meilleur pour les autres World Majors. Ben si c'est le même principe parce que tu es nettement en dessous du temps pour ton âge, donc c'est comme si tu avais un peu réservé ta place pour les Londres, les Berlins. C'est vrai. Je sais pas, je suis pas l'expert des World Majors, là, mais... Londres, ça veut pas dire que si tu t'inscris, t'es accepté. Mais Boston, si tu fais le temps, Call of Time, parce que Londres, il y a monsieur, madame, tout le monde qui peut le faire. Le Boston, c'est le seul que tu dois te qualifier, là, à part si t'es invité. Mais Londres, il y a tellement de monde partout à travers le monde qui veulent le faire. Tu sais, c'est comme Fred, elle va faire le marathon de Berlin. Berlin, c'est un major. Berlin, c'est un major. Ouais. J'étais pas certaine. Puis, elle, dans le fond, il y a une loterie, là, comme un tirage au sort. Tu t'inscris, puis elle a été chanceuse avec sa famille, ils l'ont eu. Mais tu sais, elle aurait pu pas être prise. Mais je pense que quand tu fais un temps, mettons, tu t'inscris au tirage, puis tu as fait, exemple, mon temps au marathon de Boston, tu as plus de chances de te faire accepter. OK, c'est peut-être de même, Parce que je sais qu'il y en a qui ont des loteries pour monsieur, madame, tout le monde, et il y en a qui ont les deux, qui ont aussi le standard qualifying time. Fait que, j'avoue qu'il y a des détails à checker. Fait que potentiellement, un World Major pour toi, dépendamment de. Je sais que tu as d'autres plans et tout, là, puis on
on en reparlera dans quelques minutes. Moi, j'avais une question pour toi par rapport à tes performances. Là, je te regarde aller, ça fait comme peut-être 2 ans que je te suis, ça fait 1 an qu'on se connaît. J'ai l'impression que tu es une performeuse. Tu es une performer. Tu arrives aux courses, tu fais tes devoirs à l'entraînement, tu fais ce que tu as besoin de faire. Ça, c'est sûr que c'est la grosse partie qui te rend confiante là, parce que tu prends ça au sérieux. Mais quand tu arrives au jour J, tu as tendance à shine, tu as tendance à vraiment bien dealer avec la pression, en tout cas d'un point de vue extérieur, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent et qui te regardent, puis tu as une attente des réseaux sociaux. Est-ce que tu dirais que tu es une performer naturel, que tu thrives sur cette pression-là, ou est-ce que peut-être pas, tu as des doutes, des insécurités, mais tu y vas pareil? Genre? Non, la première, j'adore ça. Là, les courses, comme on va toujours me voir. Tu sais, oui, j'ai des moments que je suis dans ma bulle, mais genre, je vais sourire. J'aime tellement ça, là, comme je carbure à ça, là. Puis oui, ça m'amène du stress, de la pression. Tu sais, je me rappelle, la course que j'ai plus stressée, c'était au demi-Ironman de Tremblant l'année passée parce que c'était comme... C'est quand même petit comme événement, fait que tout le monde peut te voir, tu sais, puis c'est long, fait que je m'étais mis beaucoup de pression, mais au final, c'est ce qui a fait en sorte que je pense que j'ai bien performé. Puis, tu l'as dit, tu sais, quelqu'un qui va bien faire ses devoirs, qui va faire son plan d'entraînement, t'arrives la journée de la course, tu devrais pas être stressé. Puis, je pense c'est ce qui fait en sorte que ça va bien parce que je vois ça comme une partie de plaisir. Puis, genre, on dirait que je me vois aller, puis je suis comme main character, là. Genre, non, mais c'est de même que tu dois te sentir. Puis, je le dis... Tu sais, c'est beau, puis peut-être les femmes, on va moins s'assumer dans ça, mais d'être compétitive, puis de viser la performance, tout en étant comme girly puis le fun. C'est ce que je veux propager parce que, tu sais, on va avoir des gens qui vont beaucoup performer. Tu sais, je sais pas, je veux que les gens, ils voient que, tu sais, c'est le fun de performer au final. Ouais, que tu le fais avec le sourire. Puis, c'est ça, ça doit pas être juste... Tu sais, je pense que j'ai eu une discussion récemment avec des anciennes athlètes de haut niveau, puis eux, c'était moins ça. Comme la performance, ça venait vraiment avec beaucoup de stress. Puis c'est sûr que là, je suis pas à leur niveau, donc je vais pas me comparer à elles. Mais quand tu fais ça pour le plaisir, puis tu t'inscris, puis toi, tu paies à une course, pourquoi tu irais pas avec du plaisir, tu sais? Fait que dans le fond... Tu as des objectifs de temps, tu t'entraînes fort, tu prends ça au sérieux, mais au final, venu la journée de la course, tu dis toujours comme « Hey, on va se faire du fun. » Fait que c'est pour ça que ça t'allège un peu puis ça te permet de bien performer, tu penses? Ouais, je pense aussi. Puis avant la course, je fais tout le temps la visualisation positive. Comme, tu sais, avant Tremblant, là, je me voyais sur le podium. J'étais comme... Puis je m'étais même visualisée, genre, je vais arriver 3e, puis je le répétais. Puis je me vois dans des moments dans la course où, tu sais, même quand je m'entraîne, je vais courir. Des fois, là, je pars tellement, je suis dans ma tête, puis je me vois à la course qui s'en vient, puis ça me fait tellement... Ça me donne tellement d'énergie. On dirait que j'ai plus de fatigue musculaire. On dirait que, comme je te dis, je carbure à ça. Puis finalement, à Tremblant, ben, c'est quasiment ça qui s'est passé. J'ai fini 4e overall. Ça, j'ai l'impression dans ta carrière, ça t'a donné un boost autant mental à toi-même que aussi pour les sponsors, que aussi pour hey, est-ce que je pourrais un jour être une pro? Fait que puis d'ailleurs, on peut en parler un peu. On a beaucoup parlé du marathon de Boston, puis la course fait partie de ton identité, mais tu te considères, je pense, plus comme une triathlète. Fait comment tu navigues aussi ces deux identités-là de triathlète / marathonienne? Ben, moi, ce que j'aime, c'est que le triathlon m'aide en tant que coureuse, m'aide en tant que cycliste, vélo. Comme les trois, c'est très complémentaire pour moi. Puis c'est pour ça que, justement, je peux faire moins de kilomètres par semaine en course parce que je pense que mes jambes en vélo, tu sais, je les entraîne beaucoup. Mon corps, je l'entraîne à la nage. Fait que ça fait... Je trouve que les triathlètes, c'est quand même des athlètes complets puis qui vont très bien performer à la course si on le voit. Je sais pas si tu as vu, mais la championne olympique Cassandre, Cassandre Beauregard. Elle a fait une course... 10 kilos, puis elle a fait le record français. Mais tu sais, elle, c'est une triathlète, puis elle avait pas fait une course de 10 kilos depuis genre 10 ans. Là. Puis elle est allée à une course, puis elle a torché tout le monde, puis elle a fait un record. Fait que, tu sais, là, je suis pas elle du tout. Mais... tu sais, j'aime les trois sports, j'aime la combinaison des trois. Puis, tu sais, je m'identifie aussi, tu sais, quand je m'en vais faire du vélo, je m'identifie comme une cycliste. Tu sais, j'aime ça aussi appartenir. J'aime appartenir au titre de triathlète, mais aussi à, tu
tu sais, en tant que quand je vais faire le marathon de Boston, je me sens comme une coureuse, tu sais. Je veux appartenir à cette communauté-là. Quand je vais faire un triathlon, je suis comme non, moi aussi je suis une triathlète, tu sais. Ouais. La seule que je m'identifie pas, c'est la nage. Genre, je me sens pas comme une nageuse. Ah, OK. Tu le fais parce que ça fait partie du sport. Ben, j'aime vraiment ça, mais je sais pas, on dirait qu'il y a moins une communauté à la nage. Oui, je comprends. Ben oui, t'es en l'eau carrément, tandis que... Versus en vélo, mettons, hier, j'étais allée au circuit, puis tu vois tous les cyclistes. T'es comme, aujourd'hui, je suis une cycliste. J'étais avec mon vélo de route, puis... Je comprends. Fait que tu portes les casquettes différentes quand c'est le temps. Puis c'est ça qui est le fun aussi, de pouvoir... Tu sais, toi, mettons, tu vas faire la trail, tu vas faire la route. Tu sais, c'est un peu comme ça que je le vois. C'est le fun d'essayer plein d'affaires. Tu sais, moi, de faire un marathon, c'est comme un break de la saison. Ben là, c'est pas un break parce que la saison n'est pas commencée. J'ai commencé avec le marathon de Boston, mais c'est comme... Quand je vais arriver au triathlon de Tremblant, tu sais, moi, je finis une course, puis je suis comme, oh my God, j'ai hâte de faire mon premier triathlon, là. Comme, ça m'a mis en confiance. Comme, le high que le triathlon me procure de la course, il est vraiment différent. Ouais. Fait que, mais ça me permet de diversifier mes courses pendant l'année. Oui, de garder ça le fun, puis un aide à l'autre. Fait que là, justement, tu viens de compléter Boston. Quels sont tes plans pour l'année 2026 en termes de course, mais aussi évidemment en termes de triathlon? Comment tu vois ça? Quelle course tu veux faire, puis qu'est-ce que tu vises sur certaines des courses? On veut savoir. Oui, ben je vise... là, je vais faire le demi-Ironman Massachusetts le 7 juin. On vient de l'ajuster à notre calendrier. C'était pas vraiment prévu, mais on a vu que quand tu collais 2 courses quand même serrées, il y a des probabilités que la deuxième soit très performant, voire plus que la première. Parce que, tu sais, tu tombes dans un taper, tu fais ta course, tu te réactives un peu, puis tu retombes dans un taper. Ouais. Tu peux avoir des effets. Ça se peut aussi que tu te brûles, mais on voulait l'essayer. Puis, tu sais, peut-être on va en reparler si on a le temps, mais que j'ai lâché ma job pour faire ça. Donc, je me dis, comme, let's go, je me lance des gros défis. Fait que 7 juin, Massachusetts. Ensuite, j'ai le demi-Ironman de Mont-Tremblant qui est comme le 22 juin, si je me trompe pas, le dimanche avant la Saint-Jean. Donc, 3 semaines plus tard. 2 semaines. 2 semaines plus tard, quand même, hein? 2 semaines entre les 2 semaines. Wow, OK, OK, intéressant. C'est un gamble, hein? C'est un gamble. On va pouvoir suivre ça sur les réseaux pour voir comment ça se passe. Je pense aussi que ça me permet d'arriver à Tremblant puis à être moins stressée si j'ai fait un demi avant. Parce que commencer la saison en triathlon, je trouve que des fois, c'est stressant, même en course à pied. Là. Ouais, chaque première de saison, là, t'es rouillé un peu. Là. Ouais, je comprends. Je sais pas comment les sensations vont être. Puis on va finir la saison avec le on va finir la saison avec le full Ironman d'Ottawa. Oui. Pour espérer de me qualifier pour Hawaï. Fait que mon gros objectif de l'année, c'est le Ironman d'Ottawa. J'aimerais ça faire en bas de 10 heures. Très gros comme objectif. Puis au final, si j'améliore mon temps, je vais être contente. Mais j'aimerais vraiment ça me qualifier pour Kona Hawaï. Puis à ça, je vais ajouter des petites courses, genre un 10 kilos, pour voir ma forme physique. Oui, je comprends. Plaisir. Intéressant. Fait que ton objectif principal, le Ironman de Ottawa, qu'est-ce que ça prend pour se qualifier? Il faut arriver à un certain top 3 dans ton age group, c'est ça? Là, ils ont changé. Avant, c'était ça. Puis si tu étais top 3 puis que les 3 personnes disent non, ça descend jusqu'à ce que les 3 places se fassent prendre. Fait qu'ils descendent toute la liste. Mais là, ils ont réalisé que c'était pas tant fair parce que y a des gens qui ont des très, très bons temps, qui sont dans des bonnes catégories puis qui vont pas se qualifier parce que les places se font prendre rapidement. Mais il y a des gens qui font des temps très, très plus. Ils font des temps plus standards puis qui se font envoyer aux Worlds. Je comprends. Fait que là, les gens, ils ont soulevé ça. Puis l'Ironman, quand t'es premier, t'es assuré d'aller au World. Oui. Puis après, ils font un pool avec ton temps. Fait que tous les temps sont mis ensemble. Je pense que c'est pondéré en fonction de ta catégorie et évidemment ton sexe. Au début, ils ont pas voulu... ils avaient même pas fait pondérer hommes et femmes. Puis là, le monde, ils ont dit, les femmes... c'était peut-être pas pondéré, mais les femmes avaient beaucoup, beaucoup moins de chances que les hommes. OK. Puis là, ils ont réajusté, puis ils ont dit comme, OK, on va quand même vraiment séparer hommes-femmes. Sinon, les femmes, on est désavantagés parce qu'on est évidemment moins vite que les hommes pour la plupart. En moyenne, ouais. Fait que c'est ça, mais tu sais, j'aimerais ça faire. Tu sais, si je fais moi, je vais viser un temps plutôt qu'une place. C'est tough de viser une place parce que tu sais jamais qui seront tes concurrentes. Ouais, make sense. C'est ce qu'on m'a dit avant. J'étais comme, moi, je veux faire top 3. Tu sais, tu peux te dire, faire un bon temps qui va me placer en top 3, mais je pense qu'il faut que tu vises un temps avant de viser une position. Parce que moi, à Ottawa, l'année passée, j'ai fini 2e dans ma catégorie. La première, c'est elle qui a gagné. J'ai fini 9e femme overall. Mais tu sais, peut-être que l'année prochaine, je vais finir 20e parce qu'il va y avoir des full bonnes femmes
qui vont se présenter. Ouais. Puis à Tremblant, cette année, j'ai appris, mais il va y avoir des pros qui vont être là. Fait que c'est sûr que... T'as moins de chances de faire un podium. Un podium, mais pas dans ma catégorie, mais overall, tu sais, c'est sûr que je pense pas finir 4e comme l'année passée, parce que l'année passée, c'était plus des age groupers comme moi. Je comprends. Bon, c'est tout à prendre en considération quand tu planifies ça. Ouais. Puis aussi, il faut connaître le parcours, parce que tu dis viser un temps, mais le temps peut varier énormément dans un Ironman, Très right? bien Selon le... Fait que là, toi, tu le sais, parce que tu as déjà fait Tremblant, tu as déjà fait Ottawa. Je les ai déjà faites. Bon, fait que c'est ça. Là, tu peux viser un temps plus précis. Tremblant, c'est ma 3e fois que je le fais. J'ai amélioré. La première fois, je l'avais fait en 6h20. Ouais. Tu sais, j'avais 19 ans. L'année passée, 25 ans. Je le fais en 4h57. Puis là, je sais pas encore quel temps je me vise, là, mais c'est sûr en bas de ça. Je connais le parcours, puis ça devrait bien aller. Mais c'est sûr que, comme si tu fais l'Ironman Lac-Placide, qui est le premier que j'ai fait, full de dénivelé, je pourrais pas faire en bas de 10 heures là-bas. Là. C'est sûr. Non, c'est ça, Ottawa, exact. c'est Ça à plus prendre en considération. Ouais. Je voulais vraiment qu'on parle de Boston puis de tout ce qui est relié au sport. Fait que je suis content qu'on le fait, mais il y a un dernier sujet que j'aimerais jaser avec toi. Tu as fait un gros move professionnel récemment. Tu as quitté ton emploi traditionnel pour vivre des réseaux directement ou indirectement. Premièrement, bravo. Merci. Quel beau move. Aussi, tu sais. Ouais, ben c'est sûr que c'est ça. On est un peu dans le même bateau. Puis moi, ça a changé ma vie de faire ça. Ça fait 6 mois, un peu plus que 6 mois que j'ai. Déjà, mon ouais, Dieu. c'était en août. Ça fait même plus que 6 mois. Wow. Puis c'était le meilleur move de ma vie. Là. Puis c'est pour ça aussi que je veux partager un peu ce que je fais en tant que créateur pour essayer d'amener un peu de transparence là-dedans à ma façon. Comment est-ce que tu as réussi à faire ça? Ouais. Comment est-ce que tu as fait cette transition-là? Puis ça faisait combien de temps que tu mijotais de peut-être quitter ton emploi pour faire ça à temps plein? Ben merci, puis il faut que je dise une note aux auditeurs que tu m'as beaucoup aidé puis tu m'as encouragé là-dedans, fait que merci. Je veux dire, on connaît pas beaucoup de monde qui font ça, puis pas beaucoup de monde aussi qui partent de... Je vais dire que toi puis moi, on est partis un peu de rien, là, parce que je pense que ça vaut la peine de le dire. On n'a pas fait de télé-réalité, on en voit beaucoup qui font Occupation Double puis qui ils se font connaître de ça, puis ça fait du sens, là, je veux dire, c'est une visibilité, c'est fair. Fait que j'en connaissais pas beaucoup d'influenceurs partis de... On va dire de rien un peu. Ben, tu sais, au début, je pensais pas pouvoir faire ça un jour. Tu sais, tes premières collabs, tu sais, il y en a c'est payant, il y en a c'est du stock gratuit, puis tu sais, je pense pas qu'un jour tu vas pouvoir lâcher ton emploi, mais c'est comme tu as dit là, je pense que ma saison l'année passée m'a vraiment mis un peu sur le radar, comme je commençais quand même à grandir ma communauté, puis là je pense que les gens ont réalisé comme ok, quand même elle se démarque quand même sur le marché québécois, du moins dans mes compétitions, puis là ben j'ai commencé à avoir de plus en plus de collabs, des sponsors qui se sont ajoutés, fait que des gens qui me commanditent, qui payent mes courses, etc. Fait que quand j'ai commencé à mettre ça dans une belle petite feuille Excel, puis de voir que, OK, ça pourrait me rapporter autant que ma job actuelle. Puis à un certain point, c'est que je voyais ma job actuelle comme un frein. Puis, tu sais, comme aujourd'hui, on est quoi? On est mardi 1h, puis j'aurais pas pu faire ça si j'avais ma job. Fait que je commençais à avoir plein d'opportunités en journée, puis... J'ai pris la décision de me lancer là-dedans. Mais, tu sais, à date, j'aime vraiment ça. Ça fait combien de temps, là? Ça fait un mois? Un mois, un peu plus qu'un mois. Ouais, là, c'est quand même tout nouveau. C'est tout nouveau. Puis c'est sûr que là, avec l'été, je suis tellement contente parce que je vais pouvoir plus m'entraîner. Tu sais, hier, pendant la journée, je suis allée faire ma long ride de vélo. Tu sais, j'essaie de dire oui à plus de contrats, justement. Puis ça me permet de vivre plein d'opportunités de tout ça. Puis au début, je pensais que j'allais avoir full de temps pour pouvoir tout faire ce qui me mijote en tête. Puis toi, ça doit être la même chose. Mais au final, le temps passe quand même tellement vite, là. Puis on veut tout, au contraire, c'est qu'on veut tout faire. Donc, exact. Faut comme tu te ressentes sur c'est quoi tes priorités en ce moment. Là. La journée peut passer très, très vite, là. Ouais, je suis tellement d'accord avec ça. Genre, en fait, déjà qu'on soit capable, mettons, de bâtir quelque chose on the side en ayant un job, ben moi, je m'étais dit, ben quand j'aurai plus de job, ben c'est sûr que je vais être capable de faire plus, tu sais, plus de sous ou plus de projets ou plus de peu importe. Mais après ça, justement, il n'y a plus de plafond. Tout est possible. Fait que c'est un méga beau problème à avoir, mais c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment gérer ses priorités. Puis je pense qu'on refuse aussi plusieurs projets. Puis c'est pas pour sonner hautain, c'est juste qu'il faut choisir où est-ce que tu mets ton énergie parce qu'il y a 1 million de possibilités. Fait que je l'ai vécu vraiment
comme toi. Puis c'est intéressant aussi, tu dis que tu veux t'entraîner, c'est une priorité pour toi. Tu as des grandes aspirations, fait que tu as envie d'avoir plus de temps pour t'entraîner. Moi aussi, je l'ai vécu comme ça. Je trippe, j'adore aller courir pendant 2 heures en montagne, puis je voyais ma job comme un frein. Ouais. Tu sais, c'est un luxe de pouvoir dire ça, mais comme c'est vrai, je voulais le centrer, je voulais pouvoir dormir mon 8 heures par nuit, je voulais genre... Fait que je pense que c'est correct aussi, on a le droit de se dire « Hey, j'aspire à mieux, j'aime pas tant ma job ». Je veux passer au prochain niveau, je veux prendre plus de temps pour moi, je veux genre, tu sais, on a le droit, puis je pense qu'au Québec, on n'en parle pas assez de ça, mais moi, de prioriser mon bien-être puis mon entraînement, puis toi aussi, clairement, ça vaut la peine, genre, c'est quelque chose qu'on a le droit on a le droit d'aspirer à une vie qu'on idolise là, dans un sens. Oui, non, tellement, là, puis, tu sais... je sais pas pendant combien de temps je vais pouvoir faire ça. Pour moi, c'est un luxe. Là, c'est une chance, une opportunité. Puis quand je l'ai vu devant moi, c'est quand même fou parce que j'étais allée à l'université pour étudier en quelque chose. Ça m'a pris du temps. C'est de l'argent que tu mets dans tes études. Tu avais étudié en quoi d'ailleurs? En administration des affaires au HEC. Mais tu sais, très vague, là. Fait que, au final, moi, c'est plus en marketing. Puis en fait, en ce moment, je travaille comme en marketing, mais pour moi. Fait que, tout ça pour dire que peut-être qu'un jour, je vais plus pouvoir faire ça. Mais si je suis rendue représentante de vente pour une compagnie de vélo, là, comme ça, je pense que j'en parlais, mettons, à ma mère qu'elle était moins chaude à l'idée. Nos parents, ils comprennent moins ça, là, du moins. Je sais pas si Pierre Zonin... Pierre Zonin, moi, il m'a supporté. Il était comme « Do it, quit ta job ». C'est bon. Ben, c'est vraiment super si tes parents, ils t'encouragent là-dedans. Moi, c'était peut-être plus... fallait plus que je les convainque un peu. Il n'y avait pas besoin d'approuver rien, mais tu cherches un peu l'approbation de tes parents. Au final, je pense qu'il peut y avoir que des bonnes opportunités qui découlent de ça. Quand tu es passionné par quelque chose, les gens, ils vont vouloir travailler avec toi, ils vont vouloir s'associer avec toi. Fait que tu sais jamais comme l'éventail d'opportunités qui peut se présenter à toi. C'est ça qui est beau. Puis dans ma job, où ce que j'étais avant, j'aimais ça. C'était des belles conditions, mais je pense que c'était... Tu sais, avoue, tu le sens là, quand t'es comme... Je pourrais vraiment faire mieux de mon temps. Puis je sais que c'est un luxe de dire ça. Mais je pense qu'on a travaillé aussi pour se rendre là. Puis j'ai pas commencé. J'avais fait une vidéo TikTok là-dessus. Tu sais, faire la création de contenu, je pense... En tout cas, ça, c'est mon opinion, de pas commencer en ayant l'objectif de comme avoir des grosses marques qui t'approchent, avoir du stock gratuit. Faut que tu le commences parce que tu crois vraiment à quelque chose que t'as envie de te filmer puis t'aimes ça. Puis moi, c'est ça, j'ai toujours aimé filmer mes entraînements. Puis au final, il y a des gens qui ont embarqué là-dedans. Puis qu'on reçoit les commentaires, parce que je le sais que tu le reçois aussi, de gens qui trouvent ça inspirant puis ils s'inscrivent à des courses à cause de tes vidéos. Fait qu'au final, c'est... Ouais. C'est un bon point. Il faut que ça vienne d'une bonne place. Si tu commences en passant à l'argent... Ta longévité risque de pas être là. Mais s'il y a quelque chose qui te passionne, puis moi, c'est quelque chose que j'essaie de partager, c'est que ça coûte rien. Il n'y a pas de barrière d'entrée. C'est juste... rien à faire ça. Tu perds rien. Puis, en fait, la seule chose que le risque, entre guillemets, pour les gens, c'est l'image que les gens vont avoir de toi. Ouais. Que je comprends. Au début aussi, moi aussi, j'ai dû comme dire, OK, je fais des vidéos, je m'assume. Je faisais juste des vidéos sur TikTok puis pas sur Instagram. Aussi. Toi aussi, ouais. Bon, c'est ça. Mais tu sais, c'est un peu... ridicule parce que le upside potentiel, le bienfait potentiel, il est tellement haut et le downside, il y en a presque pas. À part ton temps puis justement la perception des autres qui est... Tu peux pas contrôler ça, là, la perception des autres. Puis les gens qui réussissent dans la vie, que ça soit un chanteur, un acteur, tu vas toujours avoir des gens qui t'aiment pas, des gens qui t'aiment, des gens qui sont indifférents. Fait que concentre-toi sur les gens qui t'aiment. Puis ce qui est le fun avec le sport, je trouve, c'est que tu sais, des fois, au début, c'est ce que je me rappelais quand j'ai commencé. Qu'est-ce que le monde pourrait dire sur moi, genre? Tu sais, c'est du sport, tu sais, puis... Tu sais, j'ai pas comment... En tout cas, je vais pas me prononcer de même, mais moi, ça fait longtemps que je fais du triathlon. J'ai commencé quand c'était pas une mode, puis je pense que les gens, ils l'ont vu un peu en moi. Puis ça serait correct de le commencer parce que c'est une mode, là. Je veux pas me penser meilleure que quelqu'un, mais... Quand j'ai commencé à filmer mon contenu, c'était déjà en moi la routine. Fait que, tu sais, je pouvais pas recevoir de commentaires négatifs. Comme qu'est-ce que tu voudrais que quelqu'un dise sur moi? Quand j'ai commencé, là, je suis comme, OK, quelqu'un pourrait dire, elle pose beaucoup de pubs. Peut-être, tu sais, je sais pas, quelqu'un pourrait dire n'importe quoi. Mais même là, tu sais, puis je suis d'accord avec toi, puis j'en ai déjà parlé. Moi, je parle pas de politique, je parle pas de. Tu sais, on parle de sport. Fait que je me suis dit à un moment donné, si quelqu'un veut me juger pour
parce que je parle de sport, ben go for it. Là, Ouais, genre, qu'est-ce que t'as à dire au pire? Exactement. C'est rare que, en tout cas, puis tu sais, c'est une roue tournante parce que nous, on fait du contenu, puis s'il y a des gens qui sont inspirés par ça, on est gagnant. Puis ben pas gagnant, mais c'est le fun, c'est pour ça qu'on fait ça. Puis au final, nous aussi, on s'inspire de d'autres gens qu'on suit. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, j'avais des gens comme... Il y avait pas beaucoup de gens au Québec qui faisaient du contenu sportif. Là, il y en a de plus en plus. Mais c'était beaucoup de Français que je suivais. Puis des coureuses, des gens que depuis longtemps je suis. Puis là, il y en a de plus en plus. Puis je suis contente que, justement, au Québec, tu sais, le cyclisme, ça prend en ampleur, la course à pied, parce qu'avant, j'ai l'impression qu'il y en avait peut-être moins. Il y en avait, mais c'est sûr c'était moins sur les réseaux. C'est avec la pandémie que ça s'est mis en branle et tout. Oui, puis collectivement, il y a comme une communauté, justement, qui commence à être vraiment le fun puis tangible. On est plusieurs. Puis je veux dire, parmi mes créateurs préférés, il y en a plein qui ont comme 1000 abonnés, mais c'est des tripeux, puis je le sens. C'est ça. Puis ça, c'est le fun. Puis tu sais pas qu'est-ce que ça peut t'amener comme opportunité, que ça soit humaine ou professionnelle ou quoi que ce soit. Fait que c'est pour ça que je trouve ça important qu'on en parle. Puis ça, c'est un bon point. Hein. T'as pas besoin de commencer avec plein d'abonnés ou plein de personnes qui te connaissent. Tu commences, tu sais, quand on a commencé sur TikTok, là, on avait comme quoi 2 abonnés au pire. Ben, c'est ça. 2 amis. Tout le monde commence à zéro. Là. On commence tout à zéro. Tu sais jamais où est-ce que tu peux aller. Puis moi, quand j'hésitais à commencer, j'avais des amis qui me disaient genre go for it. Là. Puis là, aujourd'hui, j'ai remercie parce que tu sais, au début, tes amis commentent toutes tes vidéos. Puis là, t'es comme c'est-tu cringe ou... Exact. On a tous passé par là parce que là, je pense que évidemment, les gens voient comme peut-être ils sont abonnés à nous depuis peu. Fait qu'ils voient juste le produit fini. Tu sais. Exact. Parler à la caméra, j'avais de la misère au début. Là, je suis quasiment rendu, je le fais trop. Là, je dérange le monde. Je suis tout le temps en train de parler à la caméra. Là. Non, mais tu sais, ça se travaille. T'es pas obligé d'être bon ou parfait dès le début. Là. Vraiment. Puis des fois, c'est ce que moi, j'aime voir quelqu'un. Tu le vois qui est lui-même puis qui essaie pas trop d'être parfait. C'est ce que j'aime, voir la personnalité de quelqu'un. Je pense de commencer justement par TikTok, c'est que les gens, versus commencer sur Instagram, on voit peut-être moins ta personnalité. Ça dépend quel post que tu fais, mais TikTok, si tu parles à une caméra, les gens, ils vont s'attacher. Tu sais, s'ils aiment ta personne, ils vont s'attacher à toi, tu sais, à comment tu t'exprimes, à ta façon de voir les choses. Donc. C'est vrai, tous mes créateurs préférés sont loin d'être parfaits, sont juste eux-mêmes. Genre. Fait que c'est le fun de voir du monde qui sont eux-mêmes. Je pense que les gens gravitent autour de ça. Oui. Et on en a vu des six-packs puis des Lambos sur Instagram, genre, mais comme on est passé à autre chose, puis genre, c'est le fun de voir la progression aussi. Tu sais, si les gens ils viennent à s'abonner à nous, tu sais, moi, si quelqu'un voit mon temps à Boston puis dit elle est tellement bonne, elle a toujours été vue de même. Non, ça m'a pris du temps avant de me rendre là. C'est mon 8e, puis mon premier, je l'ai fait quasiment en 4 heures. Là. Tu sais, j'ai full retranché. Fait que tu sais, tout le monde évolue à son niveau, puis il faut pas se comparer à personne. Là. Fait que, tu sais, de se lancer dans la création de contenu, moi, ça m'a vraiment apporté des belles opportunités, mais très aussi humaines, des belles rencontres, des amitiés, là, genre, tu sais, ma gang de girls, les running girls. Ben oui, absolument. Tu fais partie. Apparemment, je fais partie. Depuis peu, on m'a nommé parmi les running girlies. Je vais le prendre. Si vous m'acceptez, je vais le prendre. Il y a de pêche, Rachid Blonde. Non, mais, tu sais, c'est rendu mes meilleurs amis. Je les parle à chaque seconde au pire de la journée. Là. C'est fou, hein? Ouais. Moi aussi, je suis d'accord que humainement, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Oui. Fait que je suis content qu'on puisse en jaser. Puis, à notre façon, peut-être inciter les gens. Moi, je veux tellement que tout le monde prenne son sel puis se filme parce qu'il y a tellement à gagner et peu à perdre que bravo de t'être rendu où est-ce que t'es. Puis merci. c'est que le début pour toi. Ben toi aussi. Ouais, c'est que le début. Regarde, c'est ça, podcast apparemment. Caroline. Puis j'avais encore le syndrome de l'imposteur, puis je pense que ça vaut la peine de le dire. Je suis comme, hey, tu sais, podcast, jamais je ferai un podcast. Là, j'ai été à 2-3 podcasts, j'aimais ça. Je me suis dit, pourquoi je ferais pas le mien? J'ai commencé mon podcast solo où est-ce que je parlais à la caméra one-on-one, puis je me suis dit, je sais, j'aurais pas d'invité. Finalement, je t'invite. D'une chose à l'autre, mais j'ai encore ce sentiment d'imposteur-là. J'ai encore l'impression d'être débutant dans plein d'affaires que je suis. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est jamais comme you figure it out, c'est bon. C'est tout le temps un apprentissage. Ça, c'est vrai. Même moi, je me sens imposteur quand j'arrive à une course. Tu sais, on se sent tout le temps de même. Puis c'est vrai que tu fais bien d'en parler, mais pourtant, comme t'es naturel. Là. Puis en plus, à tout le monde que j'en ai parlé, tout le monde est comme, ben oui, Jay, il se part un podcast, comme tu t'exprimes tellement bien. Là, puis je pense que t'es rendu à ce stade-là de partir un podcast. Ça va être intéressant. Vous avez entendu ça, les amis? Ouais. Je suis rendu big shot. Rachel a approuvé mon podcast. Ben là, tu sais, je suis qui m'a pour dire ça. Non, mais sérieux. Non, mais pas vrai, merci full. Je le prends, c'est super gentil. Je pense que tout le monde est bien content de ça. Ça se paraît que t'es passionné, là, pour venir à ce que tu dis. T'es passionné, puis c'est beau à voir.
Trop ton cool, contenu, mais j'adore ça, on trouve ça drôle. Genre, dernièrement, je sais pas, t'es comme rendu running influencer and humoriste, peut-être. J'explore un peu, je me fais du fun. Je me lâche lousse. Et espagnol. Et espagnol à mes heures. Ouais. Ben, je me fais du fun, puis je pense que les gens réagissent, puis ça crée comme un ton un peu léger. En tout cas, j'aime ça, puis j'explore un peu ça à ma façon. Parce que moi, ce que je me suis dit, c'est quand je partais de ces réseaux, OK, je montre juste mon contenu Ironman entraînement, puis après, tu peux montrer d'autres parcelles de ta vie, puis je pense que c'est ça, il faut que tu partes une niche, puis après, tu sais, quand les gens, OK, Jason 2, on sait c'est qui, là? Ouais. Genre, on sait, moi, je connais même pas ton nom de famille. Là. Ton nom, c'est Jason 2. C'est secret. C'est secret, on ne saura pas. Non, mais là, tu peux montrer d'autres parcelles de toi, tu sais, comme ton vidéo que tu manges une poutine, tu sais, c'est drôle, là, tu sais, c'est toi, là, c'est authentique, puis les gens, ils te connaissent, puis moi, je vois ça, puis je suis comme, ben oui, c'est Jason. Ouais, c'est intéressant. Tout ce qui est bâtir un personal brand et tout, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ça, puis c'est comme une spécialité en soi, voir comment tu te présentes aussi sur les réseaux. C'est toutes des réflexions à avoir intéressantes. Hey, merci Rachel. Merci à toi. J'ai pas vu le temps passer. Non. Le gars dans le studio, il est comme là, faut qu'il arrête de parler. Oui, exact. Il y a 8 invités qui attendent de l'autre bord de la porte. Écoute, si t'es ma première invitée, mais si tu veux revenir, évidemment, t'es la bienvenue. Si tu veux nous débriefer tes demi-Ironman, tes Ironman, t'es la bienvenue. Tu m'enverras un texto. Ben. Merci à toi. Merci. Puis on se dit à bientôt. À bientôt. Ciao, bye. Bye. Bye.